Le message est arrivé à 1h47 du matin. J'étais encore à l'hôtel à Wilmington, mes valises à moitié faites après l'événement littéraire, quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Il n'est pas à Atlanta. C'était l'intégralité du texte. Je l'ai fixé pendant une bonne minute. Puis un second message a suivi. Le t-shirt d'université de votre mari est sur mon sol en ce moment. Si vous voulez la vérité, la maison de plage est ouverte. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement levé, j'ai enfilé mon jean de la veille et j'ai pris la route. L'autoroute côtière était déserte. 320 km d'eau noire et d'air salin. Le temps que je tourne dans la rue calme où se trouvait la maison de plage, le ciel avait commencé à pâlir sur les bords. Je me suis garé 2 maisons plus loin et j'ai fait le reste du chemin à pied. Ma clé fonctionnait toujours. Bien sûr qu'elle fonctionnait. L'acte de propriété était à mon nom. La porte s'est ouverte sans un bruit. Le salon sentait le vin et les plats à emporter. Un cardigan pâle était suspendu au dossier du canapé. 2 verres à moitié vides se trouvaient sur la table basse à côté de boîtes ouvertes de crevettes et de gruaux de maïs. Des pantoufles roses reposaient à côté d'une paire de baskets grises que j'avais achetées à Nathan pour Noël dernier. À côté des baskets se trouvait le chargeur de voyage noir avec une bande de ruban adhésif bleu autour du cordon. J'avais emballé ce chargeur moi-même 3 jours plus tôt quand il m'avait dit qu'il s'envolait pour Atlanta pour une conférence de vente. Sur la console près des escaliers se trouvait sa trousse de toilette en cuir, à moitié dézippée. Le capuchon argenté de son eau de Cologne captait la première lumière. Rien dans la pièce ne semblait temporaire. Un sèche-cheveux vrombissait quelque part dans le couloir. Je n'ai pas appelé. Je suis simplement resté là, laissant les détails ordinaires s'agencer en une vérité que je refusais de voir depuis des mois. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Une femme en est sortie, les cheveux humides et les pieds nus. Elle portait un t-shirt noir trop grand qui lui tombait presque aux genoux, des lettres blanches délavées sur la poitrine, le logo d'un vieux groupe de rock alternatif craquelé par des années de lavage. J'ai reconnu le t-shirt avant de reconnaître son visage. C'était le t-shirt d'université préféré de Nathan, celui qu'il m'avait un jour arraché des mains quand j'avais suggéré de le donner. Ce truc a survécu à l'université avec moi, avait-il dit. Il fait pratiquement partie de la famille. La femme a cligné des yeux en me voyant. La surprise a traversé son visage pendant une demi-seconde. Puis elle s'est reprise et a offert un sourire poli et prudent. « Bonjour, puis-je vous aider ?» J'ai regardé par-dessus son épaule en direction du couloir. « Nathan, ai-je dit. » Son sourire a vacillé. « Il est sorti chercher des fruits de mer », a-t-elle ajouté trop vite. « Je veux dire, Monsieur Cole. » J'ai de nouveau jeté un coup d'œil aux baskets grises. Un calme s'est installé en moi. Pas la paix, pas l'engourdissement, juste le silence qui vient lorsque la dernière pièce d'un puzzle se met en place et que chaque détail étrange des 6 derniers mois a soudain une explication. Avant que je puisse parler, Barbara est apparue au bout du couloir. Elle s'est arrêtée net en me voyant. Sa première expression n'était ni la surprise ni le plaisir. C'était de l'irritation. « Élise, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu aurais dû appeler. » J'ai hoché la tête en direction de la femme dans le t-shirt de Nathan. « Qui est-ce » Barbara a bougé plus vite que je ne l'avais prévu. Elle s'est interposée entre nous comme si elle pouvait physiquement bloquer la réponse. « C'est Leia, une amie de la famille. Elle est entre 2 appartements et cherche du travail par ici. Alors, je lui ai dit qu'elle pouvait rester quelques jours. C'est tout. Leila Bennett. » Je connaissais ce nom. La première petite amie sérieuse de Nathan. Ils étaient sortis ensemble pendant la majeure partie de l'université et avaient rompu après leur diplôme. Selon lui, c'était fini parce qu'elle voulait New York et pas lui. Il avait toujours décrit cela comme quelque chose qui appartenait à une autre vie. Je ne m'étais jamais senti menacé par un fantôme. J'ai de nouveau regardé le t-shirt. Elle n'a pas de vêtements à elle ? Le visage de Barbara s'est durci. Elle a pris une douche. C'est un vieux t-shirt. Ne commence pas à faire toute une histoire pour rien. Où est Nathan ? Je te l'ai dit. Il est sorti. J'ai pointé les baskets. Les yeux de Barbara sont tombés au sol. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre s'est ouverte.
Nathan est sorti en pantalon de détente et en sweatshirt gris. Ses cheveux étaient aplatis d'un côté comme toujours après une sieste. Il m'a vu et s'est figé. Puis son visage s'est crispé. Comment savais-tu que j'étais ici? Pas qu'est-ce que tu fais ici? Pas je peux tout expliquer. Juste comment le savais-tu? J'ai failli rire. Tu as dit que tu étais à Atlanta. Il s'est passé une main sur le visage. La conférence s'est terminée plus tôt. Je suis venu voir mes parents. Leia se trouvait être là. C'est tout. Elle se trouvait être là, portant ton t-shirt. C'est un t-shirt, Élise. Et dormant dans la chambre principale. Sa mâchoire s'est contractée. La maison a 4 chambres. Quelle importance a celle qu'elle utilise? Tu restes ici, toi aussi? Il a expiré bruyamment. J'ai eu un mois brutal au travail. Peux-tu ne pas m'interroger à la seconde où tu entres? Barbara est intervenue immédiatement. Exactement. Nathan travaille dur. Il n'a pas besoin de rentrer à la maison pour subir plus de pression de ta part. Tu ramènes tout à l'argent, aux emplois du temps et au plan. Tu ne comprends pas à quel point cela peut être épuisant pour un homme. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé Leia. Elle n'avait pas dit un mot. Ses yeux étaient baissés. Ses doigts pinçaient l'ourlet du vieux t-shirt de Nathan. Nathan a jeté un coup d'œil vers elle et s'est adouci d'une manière qu'il n'avait pas eue envers moi depuis des mois. Leia, ne t'inquiète pas pour ça. Rien de tout cela n'est de ta faute. C'est à ce moment-là que la dernière excuse est morte. J'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié l'entrée, les verres à vin, le cardigan de femme, les chaussures, le chargeur avec le ruban bleu. Barbara s'est avancée vers moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est une maison de famille. Non, ai-je dit, c'est ma maison. Elle m'a dévisagé. J'ai regardé Nathan. Je veux que tous ceux qui ne vivent pas ici légalement sortent aujourd'hui. Pour la première fois, il a semblé vraiment confus. Quoi? Je vends la maison. La voix de Barbara est montée d'un cran. Tu ne peux pas vendre cette maison. Tu l'as achetée pour nous. Je l'ai achetée pour que vous y preniez votre retraite. Je ne l'ai pas achetée pour que ton fils l'utilise comme un hôtel privé avec son ex-petite amie. Ne sois pas dégoûtante, a-t-elle lancé. Tu vois ce que tu veux voir. Alors ça devrait être facile. Tout le monde part. Barbara a mis les mains sur les hanches. Tu es entré dans cette famille par le mariage. Tu ne peux pas agir comme si tout appartenait juste parce que ton nom est sur un bout de papier. Je l'ai fixé. Donc, tu comprends bien quel nom est sur le bout de papier? Sa bouche s'est fermée. Nathan s'est approché. Assez. Leia peut partir si c'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas besoin de menacer mes parents ou de vendre une maison parce que tu es jalouse. Je ne menace personne. Alors qu'est-ce que tu veux? Je l'ai regardé longuement. Depuis 3 ans, chaque dispute sérieuse entre nous s'était terminée de la même manière. Je cédais la première, non pas parce que je pensais qu'il avait raison, mais parce que je croyais que le mariage n'était pas censé être une question de victoire. Si je pouvais absorber un inconvénient de plus, couvrir une facture de plus, aplanir un conflit de plus, je pensais que cela signifiait que je nous protégeais. Finalement, Nathan a cessé de voir le compromis comme quelque chose que je choisissais. Il a commencé à le voir comme quelque chose que je lui devais. J'ai dit, garde-la. Il a cligné des yeux. Quoi? Tu n'as pas besoin de renvoyer Leia pour me prouver quoi que ce soit. Garde-la. Je vends la maison. Je me suis retourné et je suis sorti. Il m'a suivi sur le porche et m'a attrapé le poignet. Élise, si tu pars comme ça, ne reviens pas en pleurant quand tu te seras calmée. J'ai regardé sa main. Il m'a relâché. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je ne le ferai pas. Je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je n'ai conduit que quelques rues avant de m'arrêter sous une rangée de chênes verts. Le moteur cliquetait en refroidissant. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les presser à plat contre le volant. Un instant, la peau m'a craqué. Je me suis penché en avant jusqu'à ce que mon front touche le volant et j'ai laissé échapper un son rauque et brisé qui n'est pas tout à fait devenu un sanglot. Puis je me suis redressé,
j'ai essuyé mon visage avec le talon de ma main et j'ai redémarré la voiture. Le premier appel que j'ai passé a été à la société de carte de crédit. Nathan était un utilisateur autorisé sur mon compte premium depuis 3 ans. J'ai fait désactiver la carte avant d'atteindre l'autoroute. Le deuxième appel a été pour Carla Reyes, l'agente immobilière qui m'avait aidé à acheter la maison 6 mois plus tôt. Je veux qu'elle soit mise en vente, lui ai-je dit. Évaluation mise à jour, chemin le plus rapide et le plus propre vers le marché. Le troisième appel a été pour Dana Shaw, l'avocate en droit de la famille que mon comptable m'avait recommandé des années auparavant, lorsque Nathan et moi avions commencé à combiner nos finances. Dana a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a posé une question. Me demandez-vous quelles sont vos options, ou me dites-vous que vous avez pris votre décision? J'ai regardé une dernière fois vers les fenêtres du 2e étage de la maison de plage. Un rideau blanc bougeait dans le vent de l'océan. Pendant une seconde, j'ai cru voir la silhouette de Leia derrière. J'ai décidé. La voix de Dana a changé immédiatement. Alors arrêtez de vous disputer avec lui. Gardez tout. Ne supprimez pas les messages. Communiquez par écrit quand vous le pouvez. Envoyez-moi les registres d'achat de la maison de plage, vos relevés de compte d'avant le mariage et 3 ans de transferts importants. Nous allons d'abord séparer les faits de l'émotion. D'accord. Quand j'ai mis fin à l'appel, mes mains tremblaient encore, mais le tremblement semblait différent maintenant. Moins comme de la peur, plus comme le corps qui comprend enfin ce que l'esprit a déjà décidé. Cette nuit-là, Nathan a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. À 21h30, un numéro inconnu est apparu. J'ai répondu parce que je savais que c'était lui. Il n'a pas dit bonjour. Tu as bloqué ma carte. J'étais debout près de la fenêtre de l'appartement de Charlotte que j'avais acheté des années avant notre mariage. Le même endroit où je gardais encore mon bureau à domicile. Oui. As-tu la moindre idée à quel point c'était humiliant? Où étais-tu? Silence. Puis j'ai entendu de la musique de centre commercial en arrière-plan et la voix de Leia, basse et embarrassée. Laisse tomber, Nathan. Je n'en ai pas besoin. J'ai fermé les yeux. Tu lui achetais quelque chose. Sa colère s'est aiguisée. Ça ne te regarde pas. Tu m'as donné cette carte il y a 3 ans. Tu ne peux pas simplement la désactiver sans prévenir. C'est mon compte. Tu étais un utilisateur autorisé. Je t'ai retiré. Réactive-la. Non. Élise, arrête d'être folle. Leia est restée chez mes parents quelques jours. Tu es en train de détruire notre mariage pour rien. Tu vends une maison, tu bloques des cartes, tu appelles des avocats. Comment appelles-tu ça si ce n'est de la folie? Je me suis soudain senti fatigué jusqu'à la moelle. Il pensait encore que c'était une tactique. Il croyait que j'essayais de lui faire peur pour qu'il renvoie Leia. Nathan, ai-je dit, garde-la. De quoi tu parles? Garde-la. Je vends la maison. J'ai raccroché. Le lendemain matin, Carla a emmené les premiers acheteurs potentiels à la propriété. Barbara a bloqué la porte d'entrée. Nathan a dit aux acheteurs que je n'avais pas le droit de vendre parce que la maison était un bien matrimonial et a ajouté qu'il s'exposait à un procès. Carla m'a envoyé une courte vidéo depuis l'allée. L'ancienne Élise serait descendue sur le champ pour tenter de raisonner tout le monde. La nouvelle Élise a transféré la vidéo à Dana. Dana a appelé après avoir examiné l'acte de propriété, les documents de clôture, les relevés bancaires et la source des fonds d'achat. Votre traçabilité est solide, a-t-elle dit. Cela ne veut pas dire que je veux que vous fassiez des discours juridiques sur la pelouse. Cela signifie que nous gérons cela correctement. Je vais envoyer un avis formel concernant la possession et préserver votre position sur la propriété. Carla peut continuer avec la mise en vente. N'entrez pas dans une dispute. Je ne le ferai pas. Ce soir-là, Nathan a trouvé un autre numéro et m'a envoyé un SMS. On peut parler si tu arrêtes la vente. Je ferai en sorte que Leia déménage. J'ai lu le message 3 fois. Pas je vais mettre fin à tout ça. Pas je t'ai menti. Pas je suis désolé, juste je ferai en sorte que Leia déménage. Comme si retirer une femme qui n'aurait jamais dû vivre là était une concession qu'il pouvait échanger contre une maison valant plus d'1 million de dollars.
J'ai répondu par une seule ligne, la maison est toujours en vente. Puis j'ai mis le numéro en sourdine. Pendant les 2 jours suivants, j'ai fait ce que j'aurais dû faire bien avant que les choses n'en arrivent là. J'ai regardé l'argent. J'ai commencé par les dépenses ordinaires, car les dépenses ordinaires vous disent comment les gens vivent réellement. Il y avait des livraisons d'épicerie le vendredi à la maison de plage les week-ends où Barbara m'avait dit qu'elle et Harold étaient partis. Il y avait des frais d'essence le long de la route Charlotte-Wilmington. Les jours où Nathan prétendait jouer au golf avec des clients. Des factures de restaurant près du front de mer les soirs où il disait travailler tard. Un compte d'épicerie avait été si souvent basculé sur l'adresse de la maison de plage que l'application l'avait enregistré comme emplacement favori. La première livraison datait de près de 4 mois. J'ai cliqué sur les reçus détaillés. Steak, eau pétillante, café cher, une bouteille de gin que Nathan aimait, du yaourt grec qu'il mangeait tous les matins, une marque de lait d'avoine que je n'avais jamais acheté parce que je détestais le goût. C'était une si petite chose, ce lait d'avoine. Mais je me souvenais avoir ouvert notre réfrigérateur à Charlotte un samedi et m'être demandé pourquoi Nathan n'avait presque pas touché aux provisions que j'avais achetées. Il m'avait dit qu'il essayait le jeûne intermittent. Apparemment, il prenait juste son petit déjeuner ailleurs. J'ai ouvert mon calendrier et j'ai fait correspondre les dépenses aux explications que mes yeux se rappelaient. Une sortie de golf avec un client un samedi correspondait à un restaurant de fruits de mer à Wilmington. Une réunion tardive un jeudi correspondait à un hôtel-boutique. Un week-end où il avait dit qu'Harold était malade correspondait à un dîner et à une boutique de vin près de la côte. L'image n'est pas arrivée d'un seul coup. Elle s'est assemblée transaction par transaction. C'est ce qui la rendait impossible à ignorer. Les écrivains sont étranges avec les archives. Du moins, je le suis. Pendant des années, chaque livre, chaque relevé de redevance, chaque paiement de droits étrangers, chaque chèque de licence, chaque estimation d'impôt et chaque transfert d'investissement avait été étiqueté et archivé. Ce n'était pas parce que je me méfiais de Nathan. C'était parce que les revenus de l'édition pouvaient être irréguliers, et l'organisation me permettait de garder la raison. Cette habitude est devenue un bouclier dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. J'ai sorti les documents de clôture de la maison de plage, les factures de meubles, les polices d'assurance, les reçus d'amélioration, les factures d'impôts. Puis j'ai téléchargé 3 ans de relevés du compte que Nathan avait utilisé. Au début, j'essayais seulement de séparer les dépenses ménagères ordinaires des achats qui pourraient avoir de l'importance dans un divorce. Puis j'ai trouvé une dépense datant de 6 mois plus tôt, une bijouterie de luxe à Atlanta, $6 400. Je me souvenais clairement de ce mois. C'était notre anniversaire. Nathan avait ramené des fleurs de supermarché, une bouteille de vin et une boîte de chocolat. Il s'était excusé de ne pas en faire plus car, selon lui, un paiement de commission au travail avait été retardé. Je l'avais embrassé et j'avais dit que ça m'était égal. Ça m'était vraiment égal. Je pouvais encore voir cette nuit. Nathan rentrant à la maison avec près d'1 heure de retard, portant un bouquet de supermarché emballé dans du plastique transparent, les roses déjà trop ouvertes sur les bords. Il a posé le vin sur le comptoir et m'a embrassé sur la joue. « Je suis désolé, c'est simple », a-t-il dit. Cette commission dont je t'ai parlé n'a toujours pas été versée. Je ne voulais pas mettre quelque chose de stupide sur une carte. J'avais passé l'après-midi à finir des corrections et je me sentais coupable qu'il ait l'air embarrassé. Tu n'as pas besoin de m'acheter quoi que ce soit, lui ai-je dit. Sérieusement, on peut commander taille et en rester là. Il a souri comme si je l'avais sauvé de quelque chose. Nous avons mangé des plats à emporter sur le canapé. Je lui ai donné un bracelet de montre qu'il avait mentionné vouloir. Il m'a donné des fleurs et des chocolats de supermarché. Quand il s'est de nouveau excusé, je lui ai carrément dit que l'argent était la chose la moins intéressante de notre mariage. À l'époque, je croyais à cette phrase. Maintenant, en regardant le relevé, j'ai réalisé que la dépense de $6 400 en bijoux avait été enregistrée à 14h17 ce même après-midi. Des heures avant qu'il ne rentre à la maison et me dise que l'argent était serré. Il n'avait pas été incapable de s'offrir un cadeau d'anniversaire significatif pour sa femme. Il avait utilisé le compte de crédit de sa femme pour acheter un cadeau significatif pour quelqu'un d'autre. Cette distinction faisait plus mal que le prix. Le relevé de carte était lié à un reçu électronique. Je l'ai ouvert. L'acheteur était Nathan Cole. Le contact de livraison était Leia Bennett. J'ai continué à faire défiler.
Hôtel boutique, billets d'avion, restaurant pour deux, parfum pour femmes, un magasin Home Good près de la maison de plage. Puis j'ai trouvé une confirmation d'hôtel qui avait été transférée à l'email lié au compte de la carte. Une chambre, 2 clients enregistrés, Nathan Cole et Leia Bennett. La date était un jeudi soir. Nathan m'avait dit qu'il recevait des clients à Raleigh. J'ai sauvegardé le reçu en PDF et les transféré à Dana. Il n'y avait plus rien à discuter, quelle que soit l'étiquette que Nathan voulait utiliser. Ce n'était pas un malentendu à la maison de plage. Les dates remontaient à des mois. Certains des achats pour la maison avaient commencé après que j'ai donné les clés à Barbara et Harold. J'ai tout exporté et envoyé les fichiers. Dana a appelé 30 minutes plus tard. Conservez les relevés originaux et réfléchissez bien. Nathan vous a-t-il déjà demandé de signer quoi que ce soit lié à un refinancement? L'ajout d'un propriétaire, la garantie d'une ligne de crédit sur la propriété de plage, quelque chose comme ça? Je suis resté très immobile. 3 mois plus tôt, Nathan avait ramené un dossier d'une banque. Il avait dit que c'était des informations sur la mise en place d'une ligne de crédit familiale afin que ses parents aient un accès d'urgence au fonds si quelque chose se passait pendant que je voyageais. J'étais à 40 pages d'une date limite et j'y avais à peine jeté un coup d'œil. Je le lirai après avoir rendu ce livre, lui avais-je dit. Il n'en avait plus jamais reparlé. Je suis allé au classeur de mon studio et j'ai trouvé le dossier au fond. Ce n'était pas une simple proposition de crédit d'urgence. Vers la fin se trouvait un résumé de consultation sur le changement de titre de propriété et l'ajout d'un conjoint en tant que copropriétaire dans le cadre d'un énorme refinancement. Une note imprimée disait « Envisagez d'ajouter le conjoint à l'acte de propriété avant la restructuration ». Mes mains sont devenues froides. Et puis je me suis souvenu d'un dîner chez Barbara 2 mois avant l'apparition de ce dossier. Nous mangions du poulet rôti quand elle a dit, presque nonchalamment, « Élise, puisque nous traitons tous la maison de plage comme la maison familiale maintenant, ne serait-il pas plus facile si Nathan était aussi sur l'acte? Dieu nous en préserve, s'il t'arrivait quelque chose pendant que tu voyages ?» J'avais ri parce que la question semblait si étrangement inopportune. Mon plan de succession couvre déjà les urgences, avais-je dit. Et l'avocat qui s'est occupé de l'achat m'a dit de ne pas changer le titre de propriété à la légère. Barbara a souri immédiatement. Oh, ma chérie, je ne voulais rien dire par là. Je m'inquiète juste. C'est ce que font les mères. Le sujet a disparu à table. Cette nuit-là, cependant, Nathan en a reparlé alors que nous nous préparions à nous coucher. « Tu as fait passer maman pour une idiote ?» a-t-il dit. J'ai répondu à sa question. « Tu as transformé une simple conversation de famille en une leçon de droit. » Il a secoué la tête et a enlevé sa montre. « C'est de ça que je parle, Élise. Avec toi, tout devient une transaction, un acte, un contrat, une feuille de calcul. Parfois, la famille, c'est juste la famille. » Je me souviens être resté là avec une brosse à cheveux à la main, me demandant s'il avait raison. Le lendemain matin, j'avais envoyé un SMS à Barbara pour m'excuser d'avoir semblé sur la défensive. Maintenant, le souvenir changeait complètement de forme. Elle n'avait pas posé une question inoffensive que j'avais suranalysée. Elle et Nathan avaient déjà discuté du titre de propriété dans mon dos. Et quand je n'ai pas coopéré, ils m'ont fait me sentir coupable d'avoir remarqué ce qu'ils faisaient. Cette nuit-là, j'ai cherché dans d'anciens messages. Des mois plus tôt, Nathan m'avait une fois envoyé des captures d'écran d'une conversation de groupe familial parce qu'il était agacé que Barbara continue de lui poser des questions sur la paperasse pendant qu'il était au travail. À l'époque, je n'avais lu que le dernier message. Maintenant, j'ai zoomé. Quelques lignes au-dessus, Barbara avait écrit « Ce n'est toujours pas juste que la maison de plage soit uniquement au nom d'Élise. Vous êtes mariés. Finalement, ton nom doit y figurer aussi. » Nathan avait répondu « Détends-toi. Elle ne pense pas comme ça. Elle me fait confiance, Barbara. Alors n'en fais pas toute une histoire. Laisse-la s'habituer à l'appeler la maison de famille. Plus tard, tu pourras dire que c'est pour un refinancement ou une planification successorale. » J'ai lu l'échange 3 fois. C'est à ce moment-là que la trahison a cessé de concerner Leia. Leia n'était même plus la partie qui me rendait malade. La vérité plus profonde était que Nathan et sa mère avaient déjà décidé que tout ce que je gagnais deviendrait finalement à nous. Et tout ce qui deviendrait à nous deviendrait finalement à eux. Mon travail, mes économies, ma propriété, ma volonté d'aider.
Ils avaient traité tout cela comme une ressource qui se renouvellerait éternellement. J'ai envoyé les captures d'écran à Dana. Sa réponse est arrivée rapidement, pas déterminant en soi, mais pertinent pour l'intention. Conservez les originaux et les métadonnées. Ne le confrontez pas à ce sujet pour l'instant. La première véritable riposte est arrivée le lendemain matin. Dana m'a transféré une lettre de l'avocat de Nathan. Elle était calme, professionnelle et bien plus troublante que n'importe quel message vocal de Barbara. Nathan faisait valoir un intérêt équitable dans la maison de plage. La lettre soulignait que la propriété avait été acquise pendant le mariage et affirmait que des fonds matrimoniaux avaient contribué à l'assurance, aux impôts, à l'ameublement, à l'entretien et aux améliorations. Elle avertissait également qu'il s'opposerait à toute vente qui ignorerait ses droits. Pour la première fois depuis que j'avais quitté Wilmington, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la peur. J'ai appelé Dana immédiatement. Je pensais que nous avions retracé l'argent de l'achat. Nous l'avons fait. Alors pourquoi peut-il réclamer cela? Parce que de bons faits ne sont pas des mots magiques, a-t-elle dit. La source des fonds d'achat compte. Les contributions matrimoniales après l'achat aussi. Le titre de propriété compte. Le calendrier compte. La nature exacte de chaque contribution compte. Nous ne gagnons pas en prétendant qu'il n'existe pas. Nous gagnons en documentant ce qui est réellement à lui et ce qui est réellement à vous. Pourrait-il obtenir la moitié? Rien de ce que j'ai vu ne soutient cette conclusion. Mais je ne vais pas vous dire qu'il n'y a aucun risque juste pour que vous vous sentiez mieux. Solide n'est pas la même chose qu'automatique. J'ai détesté cette phrase. Je lui ai aussi fait davantage confiance pour l'avoir dite. Pendant les 3 nuits suivantes, ma table de salle à manger a disparu sous les relevés et les dossiers de clôture. Le parajuriste de Dana m'a envoyé une feuille de calcul avec des catégories, fonds d'acquisition, impôts, assurance, réparation, amélioration, ameublement, services publics, transfert depuis des comptes joints, transfert depuis des comptes séparés. J'ai retracé chaque ligne que j'ai pu. Les fonds d'achat originaux provenaient clairement du compte d'investissement prénuptial et des revenus d'écriture que Dana avait déjà identifiés. La plupart des dépenses de la propriété avaient été payées à partir d'un compte financé par ces mêmes sources. Quelques frais de possession provenaient d'un compte courant joint. Une réparation de terrasse avait été payée avec des revenus matrimoniaux. Il y avait des contributions légitimes à prendre en compte une semaine plus tôt. L'incertitude m'aurait terrifié. Maintenant, je voulais seulement que les chiffres soient exacts. S'il y avait des contributions matrimoniales légitimes, nous en tiendrions compte. Ce que je ne ferais pas, c'était de transformer ces contributions en une moitié imaginaire d'une maison juste parce que Nathan avait passé 3 ans à traiter le succès comme quelque chose dont il hériterait finalement. 5 jours après avoir mis la maison de plage en vente, Nathan, Leia, Barbara et Harold l'ont finalement quitté, non pas parce qu'ils respectaient soudainement ma décision. Les lettres officielles de Dana ont clairement indiqué que transformer la propriété en un champ de bataille familial ne ferait que rendre les choses plus laides et plus chères. Barbara et Harold sont allés dans une location à court terme pendant qu'ils décidaient de la suite. Nathan ne m'a pas dit où il allait, et je n'ai pas demandé. Barbara m'a laissé 26 messages vocaux le jour de leur déménagement. J'en ai écouté moins d'1 minute au total. Dans le premier message, elle disait que j'avais détruit la famille. Dans le second, elle disait que les femmes qui se souciaient trop de l'indépendance finissaient toujours seules. Au troisième, j'ai arrêté d'écouter. Quand Carla est entrée pour préparer la propriété pour les photographies, elle m'a envoyé des photos par SMS. 2 tasses à café sur la table de nuit. Quelques robes encore suspendues dans le placard de la chambre principale, une trousse de toilette dans la salle de bain. Voulez-vous que je mette tout ça dans des boîtes? A-t-elle demandé. Non. Demandez-leur de récupérer ce qui leur appartient. Tout ce qui restera après la date limite pourra être enlevé conformément à l'avis. Je veux que la maison soit vide. La propriété a reçu une offre plus rapidement que je ne l'attendais. Je n'ai pas cassé le prix pour punir qui que ce soit. J'ai accepté une offre nette et raisonnable d'acheteur qui voulait une clôture rapide. Puis l'avocat chargé du titre de propriété a tout ralenti. Dana m'a appelé après avoir parlé au bureau de clôture. Votre dossier de traçabilité est solide, a-t-elle dit. Mais Nathan fait valoir une revendication de propriété et l'avocat de la clôture veut un transfert de propriété sans problème. Nous n'allons pas transformer la table de clôture en un procès de droit de la famille. Alors,
que se passe-t-il? Nous lui donnons le choix. Il peut signer les documents nécessaires pour permettre à la vente de se conclure sans renoncer à l'argument de distribution équitable que son avocat pense avoir. Le produit net reste sur mon compte en fiducie jusqu'à ce que nous l'attribuions par accord écrit ou par ordonnance du tribunal. Ou bien il peut essayer de bloquer une bonne vente et expliquer à un juge pourquoi la préservation de son moyen de pression importait plus que la préservation de l'actif. Nathan a choisi la première option après que son propre avocat lui ait expliqué que refuser de signer ne lui donnerait pas magiquement la moitié de la maison. Lors de la clôture, il a signé les papiers nécessaires dans une salle de conférence différente. Je ne l'ai jamais vu. Quand Carla et moi sommes sortis ensuite, elle a regardé vers l'eau. Vous êtes sûr? Cet endroit vaudra plus cher dans quelques années. Il y a d'autres bonnes maisons, ai-je dit. Je ne veux pas de celle-ci. La vente était faite. L'argent n'était pas encore à moi pour le dépenser. Il était sur le compte en fiducie de Dana pendant que les avocats réglaient la classification. Cela me convenait. Je voulais une fin nette plus qu'une fin dramatique. L'après-midi suivant, Leia est venue me voir. Elle attendait devant l'immeuble où je louais des bureaux pour mon activité d'écriture. Elle portait une simple robe blanche et presque pas de maquillage. Elle ressemblait moins à la femme que j'avais trouvée dans le t-shirt de mon mari et plus à quelqu'un qui voulait être pris au sérieux. « Élise, puis-je avoir 10 minutes ?» J'ai failli continuer mon chemin. Puis elle a dit, « Je ne reste plus à la maison de plage. » Je me suis arrêté. Nous sommes allés au café en bas. Leia a enroulé ses deux mains autour de sa tasse. « Je sais que vous me détestez. » De près, elle avait l'air plus fatiguée que je ne l'avais prévu. Il y avait de légères ombres sous ses yeux, et elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone sans le déverrouiller. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, » a-t-elle ajouté, « je sais de quoi ça a l'air. » « Vraiment ?» Elle a tressailli. Puis elle a dit, « Le jour où la carte a cessé de fonctionner, j'ai demandé à Nathan pourquoi il ne pouvait pas simplement en utiliser une autre. Il m'a dit que vous gériez les gros comptes parce que vous étiez meilleur avec l'argent. Je pensais que cela signifiait que vous étiez d'accord tous les deux. J'ai attendu. Ensuite, je lui ai posé des questions sur la maison de plage. Il a dit que c'était compliqué. Compliqué comment? D'abord, il a dit que vous l'aviez achetée ensemble. Ensuite, il a dit que techniquement, elle était à votre nom. Puis il a dit que cela n'aurait pas d'importance dans un divorce parce que vous étiez mariés depuis assez longtemps. 3 ans. Apparemment, c'était maintenant une théorie financière. Leia a baissé les yeux sur son café. J'ai commencé à poser des questions. Il n'a pas aimé ça. Je ne me soucie pas assez de vous pour vous détester, ai-je dit. Son visage s'est crispé. Un instant, je me suis demandé si j'avais été inutilement cruel. Puis elle a commencé à parler. Nathan lui avait dit que mon mariage était terminé depuis longtemps. Il avait dit que nous étions essentiellement des partenaires commerciaux, que je me souciais plus du travail que de toute autre chose. Il avait dit que la maison de plage était quelque chose que nous avions acheté ensemble, mais qu'elle était à mon nom parce que mes revenus étaient plus élevés et que cela facilitait le financement. Il avait dit que lors de notre divorce, il obtiendrait sa part. Voilà. Elle a parlé plus vite après ça, comme si une fois qu'un mensonge avait été admis, les autres étaient plus faciles. Nathan lui avait dit que j'avais émotionnellement quitté le mariage des années auparavant. Selon lui, je me souciais plus des délais que des gens. Je dormais dans mon bureau la moitié du temps. Je n'avais aucun intérêt à fonder une famille. Je contrôlais l'argent parce que le contrôle était la seule chose que j'appréciais. Il avait dit que nous avions essentiellement convenu de nous séparer après la sortie de mon prochain livre. Il avait dit que la seule raison pour laquelle ce n'était pas public était à cause des contrats et des impôts. J'ai failli partir. La nuit avant que je ne les trouve à la maison de plage, Nathan m'avait envoyé un SMS de son prétendu hôtel d'Atlanta pour me demander si je voulais qu'il me rapporte des grains de café sur le chemin du retour. Apparemment, c'était à ce point que nous étions séparés. Vous a-t-il dit que j'étais au courant pour vous? Ai-je demandé. Leia a semblé embarrassée. Il a dit que vous saviez qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais que vous vous en fichiez tant que cela restait privé. Pendant une seconde, la colère est montée, chaude et immédiate. Pas parce qu'elle le croyait, mais parce que je comprenais enfin à quel point son histoire avait été commode. Pour moi, Leia était une vieille petite amie qui se trouvait être près de ses parents.
Pour Leia, j'étais une femme froide qu'il avait secrètement libérée. Pour sa mère, j'étais la pourvoyeuse qui pouvait être gérée jusqu'à ce que les actifs soient sécurisés. Nathan n'avait pas maintenu un seul mensonge. Il avait construit des versions séparées de la réalité pour tout le monde autour de lui. Elle a continué prudemment. Je n'essaie pas de vous prendre quoi que ce soit. Je pense juste que c'est devenu très hostile. Vous avez vendu la maison. Vous l'avez retirée des cartes. Des avocats sont impliqués. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de le laisser sans rien. Qu'est-ce qui compterait comme ne pas le laisser sans rien? Je ne sais pas. Quelque chose de juste. Elle a hésité, puis a demandé. La maison de plage était en partie à lui, n'est-ce pas? J'ai enfin compris pourquoi elle était venue. Elle n'était pas là pour s'excuser. Elle menait une vérification préalable. Elle voulait savoir ce que Nathan vaudrait encore après le divorce. Non, ai-je dit, la maison de plage n'était pas en partie à lui. Son expression a changé. Et l'appartement à Charlotte? Je l'ai acheté avant de le rencontrer. Celui dans lequel vous viviez tous les deux? Nous n'en étions pas tous les deux propriétaires. Elle a fixé son café. La voiture? Le titre de propriété est à son nom. Je ne vais pas me battre pour ça. Il peut la garder. Il peut aussi payer l'assurance, l'immatriculation, l'entretien, le parking et tout le reste qui va avec. Leia a froncé les sourcils. Il a dit que la voiture était payée. J'ai souri légèrement. Elle l'est. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle a détourné le regard. Et l'argent de la vente de la maison de plage? Il est détenu jusqu'à ce que les problèmes de propriété soient résolus. Elle a levé les yeux rapidement. Cette réponse comptait pour elle. Et la carte noire? C'était maintenant à mon tour de l'étudier. Alors il vous a parlé de ça aussi. Ses joues ont rougi. J'ai dit que ce n'avait jamais été sa carte. Il était un utilisateur autorisé sur mon compte. Ses doigts se sont immobilisés autour de la tasse. J'ai pris mon sac. Elle m'a regardé vivement. Alors qu'est-ce qu'il obtient vraiment? Elle l'a demandé trop vite. La comédie était terminée. Je me suis levé. C'est une question pour son avocat. Puis j'ai fait une pause. Mais je peux vous dire une chose. Quoi? Le style de vie dont vous êtes tombée amoureuse n'a jamais été le sien. Je l'ai laissé à table. Leia avait pensé qu'elle avait choisi un homme avec une maison de plage, une voiture de luxe et de l'argent facile. Elle n'avait simplement jamais demandé qui payait pour l'illusion. En retournant à mon bureau, une phrase est restée avec moi. Alors, qu'est-ce qu'il obtient vraiment? Une semaine plus tard, Nathan a demandé une médiation. Nous nous sommes rencontrés au bureau de Dana. Dana m'y avait préparé la veille. N'allez pas là-bas en attendant des excuses, a-t-elle dit. La médiation n'est pas une confession. Les gens viennent en protégeant leur position. Parfois, ils disent des choses méchantes parce qu'ils pensent que la chose méchante leur donne un avantage. Votre travail n'est pas de corriger chaque insulte. Votre travail est de savoir quel résultat vous pouvez accepter. D'après la dernière lettre de son avocat, que pensez-vous qu'il va argumenter? Le contrôle financier. Il dira que vous gériez les comptes, que vous avez supprimé son accès sans avertissement, que vous contrôliez le logement et que vous avez utilisé vos revenus plus élevés pour créer une dépendance. Je l'ai dévisagé. Il avait son propre compte courant. Je sais. Son propre salaire, sa propre retraite, ses propres cartes. Je sais. Il a choisi de dépenser la majeure partie de son salaire pour lui-même. Dana m'a adressé un petit sourire. Bien. Gardez cette clarté pour la réunion. Quand je suis arrivé, Nathan était déjà assis en face de son avocat. Il avait l'air différent. Il avait toujours soigné son apparence. Même le samedi, il nettoyait ses chaussures avant de sortir. Ses chemises étaient repassées. Ses cheveux étaient coiffés. Il aimait les belles montres, les nouvelles baskets et les petits détails qui lui donnaient le sentiment de réussir. Ce jour-là, sa chemise était froissée. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Le coin de l'écran de son téléphone était fissuré. Il m'a regardé m'asseoir. « Tu as perdu du poids » a-t-il dit. J'ai ouvert mon dossier.
parlons du divorce. L'avocat de Nathan a commencé avec la performance attendue. Il ne m'a pas accusé de cruauté ni inventé de folles allégations. Il a fait quelque chose de plus précis. Il a décrit un mariage défini par un grave déséquilibre financier. Élise gagnait beaucoup plus. Élise contrôlait la résidence principale. Élise contrôlait le compte de crédit premium. Élise a acheté la propriété de plage en son nom propre. Élise a mis fin à l'accès de Nathan à la carte sans préavis et a immédiatement entrepris de vendre une maison que ses parents occupaient. Les mots étaient arrangés autour de faits. L'histoire qu'il créait était presque méconnaissable. Nathan a finalement parlé. Je n'ai jamais su ce que nous avions vraiment, a-t-il dit. Tout était toujours sous le contrôle d'Élise. Si elle était heureuse, tout allait bien. À la seconde où elle se mettait en colère, elle pouvait bloquer ma carte et vendre le toit au-dessus de la tête de mes parents. Comment cela peut-il ne pas être de l'abus financier? L'expression a atterri dans la pièce et y est restée. Pendant 3 ans, j'avais payé notre hypothèque, la plupart des services publics, les vacances, les grosses dépenses de la maison, une grande partie du soutien médical de ses parents et presque toutes les urgences importantes. Je lui avais donné accès à un compte avec une limite plus élevée que son salaire annuel, et maintenant le retrait de cet accès était présenté comme un abus. Mon instinct a été de me défendre immédiatement. Dana a posé un doigt légèrement sur le bord de mon dossier. Attendez. Elle s'est tournée vers Nathan et a posé une série de questions calmes et délibérées. Aviez-vous un emploi pendant toute la durée du mariage? Oui. Votre salaire était-il déposé sur un compte à votre nom? Oui. Élise avait-elle la possibilité de retirer de l'argent de ce compte sans votre permission? Non. Avez-vous conservé des cartes de crédit personnelles? Oui. Un compte de retraite par l'intermédiaire de votre employeur? Oui. Avez-vous déjà été empêché d'acheter de la nourriture, d'obtenir des soins médicaux ou d'accéder à votre propre salaire? La mâchoire de Nathan s'est crispée. Ce n'est pas la question. Alors identifions la question, a dit Dana. Le compte qui a été résilié était son compte de carte premium sur lequel vous étiez un utilisateur autorisé. C'est exact? Son avocat a répondu avant qu'il ne le puisse. Correct. Avec la réserve que le schéma de dépenses peut toujours être pertinent pour le niveau de vie marital. Bien sûr, a répondu Dana. Et les registres montreront exactement ce que ce niveau de vie coûtait et qui le payait. Ce fut le premier moment où Nathan a cessé d'avoir l'air certain. Dana a simplement placé les documents sur la table, un ensemble à la fois. La source des fonds pour la maison de plage, l'acte de propriété, les relevés de courtage d'avant le mariage, les relevés de cartes, la chronologie des dépenses de Nathan avec Leia, les documents de consultation sur le changement de titre, les messages familiaux, notre historique de compte joint. Mes contrats d'édition et mes archives, distinguant les droits de catalogue plus anciens des revenus gagnés pendant le mariage. Puis sont venus les documents qui n'avaient rien à voir avec la classification technique de la propriété et tout à voir avec la crédibilité. Dana a placé le reçu de bijoux de $6 400 à côté de la date de notre anniversaire sur notre calendrier. Elle a placé la confirmation d'hôtel à côté du SMS de Nathan me disant qu'il était à Raleigh avec des clients. Elle a placé la consultation sur le changement de titre à côté des messages de Barbara sur le fait de le faire ajouter à l'acte plus tard. L'avocat de Nathan a lu chaque page sans expression. Nathan, non. Il n'arrêtait pas de frotter son pouce sur le bord du bracelet de sa montre. Vous avez dit à Leia que votre femme était au courant de la relation, a demandé Dana. Son avocat s'est penché en avant. Nous ne sommes pas en train de juger une affaire d'adultère ici. Je suis d'accord. J'évalue les explications offertes pour les dépenses et la fiabilité des déclarations sur le mariage. Nathan a fixé la table. J'ai dit à Leia ce que je pensais être vrai. J'ai finalement parlé. Tu pensais que j'étais au courant pour elle. Il m'a regardé. Tu n'étais jamais là. Pendant une seconde, je n'ai pas su si je l'avais bien entendu. Je travaillais à la maison. Tu travaillais toujours. Et tu dépensais mon argent tout en disant à une autre femme que j'étais d'accord. Son avocat a commencé à dire mon nom, mais j'ai levé la main. Non, j'ai fini. J'ai regardé Nathan. Tu peux me traiter de froide. Tu peux me traiter d'ambitieuse. Tu peux dire que je travaillais trop.
Aucune de ces choses ne t'a donné la permission d'inventer mon consentement. Il a détourné le regard le premier. Dana a refermé la pile de documents. Nous ne sommes pas ici pour réécrire le mariage. Nous sommes ici pour identifier les actifs, les dettes et un accord de séparation viable. Après cela, Nathan est devenu plus silencieux. La maison de plage avait été vendue, mais le produit net était toujours sur le compte en fiducie de Dana. Mes dossiers retraçaient les fonds d'achat jusqu'à des actifs que je possédais avant le mariage. Tandis que l'avocat de Nathan soutenait que certains fonds matrimoniaux avaient servi aux frais de possession et aux améliorations, Dana n'a pas prétendu que la réponse était automatique. Nous avons un dossier de traçabilité solide, m'avait-elle dit avant la réunion. Solide n'est pas la même chose qu'automatique. Nous documentons chaque contribution maritale, nous la créditons là où la loi l'exige, et nous ne revendiquons pas trop. L'appartement de Charlotte lui-même était documenté comme propriété prénuptiale, toute contribution maritale prouvable étant comptabilisée séparément. Les droits sur les œuvres créées avant le mariage restaient les miens, tandis que les revenus matrimoniaux, les cotisations de retraite gagnées pendant le mariage, les économies conjointes et tout investissement matrimonial prouvable dans des actifs séparés seraient calculés à partir des archives. Je n'ai pas demandé de chiffre de vengeance. Je n'ai pas exigé qu'il parte avec les vêtements qu'il avait sur le dos. Je n'ai pas essayé de saisir chaque dollar qu'il avait jamais touché. Je voulais une chose, une ligne claire entre sa vie et la mienne. L'ironie, c'est que cela l'effrayait plus que n'importe quelle menace n'aurait pu le faire. Pour la première fois, chaque partie de notre style de vie était attribuée à la personne qui la possédait réellement, la gagnait ou en était légalement responsable. Quand tout était mélangé sous le mot mariage, Nathan s'était senti riche. Quand tout a été séparé, il a enfin vu son propre bilan. Le médiateur nous a emmenés dans des pièces séparées pour le tour suivant. C'est là que la négociation a cessé de ressembler à un mariage et a commencé à ressembler à de la comptabilité. Dana et moi avons examiné les chiffres pendant que le café refroidissait, intact à côté de moi. Nous avons accordé un crédit pour les contributions matrimoniales documentées à la propriété de plage. Nous avons calculé les économies conjointes. Nous avons séparé les cotisations de retraite par date. Nous avons identifié les quelques meubles qui valaient vraiment la peine d'être disputés, puis nous avons décidé qu'ils ne valaient pas les frais de justice. Chaque fois que le médiateur revenait avec une nouvelle demande du côté de Nathan, la demande était plus petite. D'abord, il voulait la moitié du produit de la vente de la maison de plage, puis un pourcentage substantiel, puis le remboursement des contributions matrimoniales, plus une plus grande part des économies conjointes. À un moment donné, il a voulu que je continue à payer une partie des frais de logement de ses parents pendant 6 mois, car selon lui, ils avaient déménagé en se fiant à ma promesse que la maison de plage était pour leur retraite. J'ai failli accepter par habitude. Dana l'a vu sur mon visage. « Est-ce quelque chose que vous voulez faire ?» a-t-elle demandé doucement. « Ou quelque chose que vous vous sentez coupable de refuser ?» La question m'a embarrassé car j'ai su la réponse immédiatement. « Coupable de refuser. » Alors ne négociez pas contre vous-même. Cette phrase valait chaque dollar que je lui ai payé. Environ 90 minutes après le début de la réunion, Nathan a interrompu son avocat. « Attendez. » Tout le monde l'a regardé. Il s'est penché en avant. « Alors, combien est-ce que j'obtiens vraiment ?» La pièce est devenue silencieuse. Soudain, j'étais de retour au café, entendant la voix de Leia. « Alors, qu'est-ce qu'il obtient vraiment ?» Ils avaient regardé le même mariage de côtés opposés et posé la même question. J'avais imaginé ce moment de 100 manières différentes. Parfois dans ma tête, il pleurait. Parfois, il s'excusait. Parfois, il comprenait enfin qu'il avait perdu quelqu'un qu'il avait aimé complètement. Au lieu de cela, il voulait un chiffre. Dana lui a donné une fourchette préliminaire basée sur les archives et a expliqué que le montant final dépendrait des soldes vérifiés et des termes de l'accord. Nathan la dévisagea. « C'est tout ?» J'ai parlé pour la première fois depuis plusieurs minutes. « Combien pensais-tu qu'il y aurait ?» Nous avons été mariés pendant 3 ans. « Oui. » Il m'a regardé comme si je manquais quelque chose d'évident. J'ai dit, « Nathan, tu ne pars pas sans rien. Tu as un salaire. Tu as une voiture. Tu as des cotisations de retraite de ton travail. Tu recevras la part des actifs matrimoniaux réels à laquelle tu as légalement droit. » Il a ri sans humour. « Alors, tout ça,
c'est juste toi qui prouves que je ne serais rien sans toi. Non. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais eu besoin de prouver ça. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne finance simplement plus la version de toi en laquelle tout le monde croit. Son visage s'est figé. Nous n'avons pas signé l'accord final ce jour-là, mais le cadre était établi. Quand je suis sorti dans le couloir, Nathan m'a suivi. Élise. Je me suis arrêté. Pour la première fois depuis la maison de plage, il n'avait pas l'air en colère. Et si je mettais fin à tout ça avec Leia, complètement? Je l'ai regardé. Pourquoi est-ce que ça m'importerait? Tu ne me donnes vraiment aucune chance. Tu ne comprends toujours pas. Alors explique-moi. J'y ai réfléchi. Ça a cessé de concerner Leia quand j'ai réalisé que c'est ce que tu es quand tu penses qu'il n'y aura pas de conséquences. Il a dégluti. Les gens font des erreurs. Oui. Alors c'est ça. Ce n'est pas qu'elle reste ou qu'elle parte. C'est que je t'ai vu clairement et je ne veux plus de ça. L'ascenseur est arrivé. Il ne m'a pas suivi à l'intérieur. Pour la première fois, j'ai senti le mariage se terminer non pas avec une explosion, mais avec une porte qui se ferme doucement. Le mois suivant la médiation fut presque décevant de banalité. Il n'y eut pas d'effondrement cinématique. La vie a simplement cessé de protéger Nathan. Il n'a pas fait faillite. Il a dû payer son propre loyer, son assurance, son parking, ses courses, son téléphone et les urgences familiales qui atterrissaient autrefois sur mon bureau. Il gagnait toujours un salaire décent, mais pendant des années, la majeure partie de celui-ci avait fonctionné comme de l'argent de poche parce que je couvrais les parties chères de notre vie. Sans ce coussin, son budget a finalement dû correspondre à ses revenus. Quelques semaines plus tard, notre ami commun Derek a appelé et m'a dit que Nathan avait été licencié. J'ai posé une question. Est-ce que j'ai quelque chose à voir avec ça? Non. Il était déjà sur un plan de performance. Il n'arrêtait pas de manquer des appels de clients, de quitter le travail pour se disputer à propos de la maison, et a finalement explosé contre son superviseur. Ce n'était pas une seule mauvaise journée. Des gens couvraient ses suivis manqués depuis des mois. Dernièrement, il a commencé à disparaître pendant des heures pour s'occuper d'avocats ou appeler Leia. D'accord, ai-je dit. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'avais pas appelé son employeur, menacé son travail ou orchestré sa chute. Il avait finalement atteint des conséquences que je n'étais pas là pour absorber. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de Leia. Vous aviez raison sur une chose. Rien de tout cela n'était à lui. Je n'ai pas répondu. Un deuxième message est arrivé 1 minute plus tard. J'aurais dû poser plus de questions avant de le croire. Puis un troisième. Pour ce que ça vaut, il m'a menti à moi aussi. Je les ai lus une fois et j'ai verrouillé mon téléphone. Je n'avais pas besoin des excuses de Leia, et je n'avais aucun intérêt à construire une amitié sur le fait d'avoir été trompé par le même homme. Mais je comprenais ce qu'elle voyait enfin. Nathan lui avait vendu une vie qu'il ne possédait pas. Il avait parlé de la maison de plage, de l'appartement de Charlotte et de mon compte de crédit comme si l'accès signifiait la propriété. L'illusion ne tenait que tant que personne ne demandait de documents. Une fois que la paperasse est sortie, la romance est apparemment devenue moins convaincante. Plus tard, j'ai entendu dire que Leia avait rompu. Après que Nathan ait finalement admis que la maison de plage, l'appartement de Charlotte et le compte de crédit ne lui avaient jamais appartenu. Je n'ai pas eu besoin d'être témoin de la rupture. L'accord de séparation et de règlement des biens a été signé environ 2 mois après la médiation. Le divorce légal lui-même prendrait plus de temps en vertu de l'exigence de séparation de la Caroline du Nord, mais financièrement, le mariage était terminé. Le produit de la vente de la maison de plage a été libéré conformément à l'accord. Après que les avocats aient tenu compte des fonds séparés retracés et des contributions matrimoniales limitées, Nathan a gardé sa voiture et ses propres comptes. Nous avons divisé les actifs matrimoniaux réels. J'ai gardé ce que les registres montraient être à moi. Avant de signer, Nathan m'a regardé. Penses-tu que tu regretteras un jour? Non. Tu es si sûr? Je ne fais plus ça parce que je suis en colère. Il a fixé l'accord un instant, puis a signé. J'ai quitté le bureau et je suis retourné au travail. 6 mois plus tard, mon nouveau roman est sorti. Ce n'était pas une copie de mon mariage,
mais j'ai gardé une idée. Une femme peut passer des années à faciliter la vie d'une autre personne sans remarquer combien d'elle-même elle a donné. Les lecteurs n'arrêtaient pas de citer une ligne de la fin. Je n'ai pas ruiné ta vie. J'ai juste arrêté de la financer. Des mois après la publication, un SMS est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Pouvons-nous parler? Puis un autre. Je sais ce que j'ai perdu maintenant. J'ai supprimé les 2 messages, j'ai posé mon téléphone face contre terre et je suis retourné à mon travail. Pour la première fois depuis des années, ma vie m'appartenait entièrement. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Barbara avait encore des choses à dire. 3 semaines après la signature de l'accord, elle est apparue devant mon immeuble de bureau. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, vêtue d'un chemisier soigné et des boucles d'oreilles en perles qu'elle portait toujours pour l'église. En me voyant, elle a redressé les épaules comme pour se préparer au combat. « J'ai besoin de 5 minutes, a-t-elle dit. J'ai failli passer sans m'arrêter. Puis j'ai remarqué l'enveloppe dans sa main. 5 minutes, ai-je convenu, et je l'ai conduite au même café où Léa s'était assise des semaines plus tôt. Barbara n'a rien commandé. Elle a posé l'enveloppe sur la table entre nous. Le cœur de Harold est pire, a-t-elle dit sans préambule. Les médecins veulent une autre procédure. L'allocation à court terme est chère. Il ne nous reste presque rien après les frais de justice que le côté de Nathan a accumulés. Je n'ai rien dit. Elle a poussé l'enveloppe vers moi. Ceci est une lettre de notre pasteur et une liste des frais médicaux. Je ne te demande pas de nous reprendre dans la maison de plage. Ce bateau a coulé. Je te demande d'aider avec les factures médicales, en tant que famille. Le mot famille résonnait différemment maintenant. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre soigneusement tapée sur du papier à en-tête de l'église et un devis imprimé d'un cabinet de cardiologie. Les chiffres étaient réels. La situation était réelle. Harold avait toujours été le plus silencieux, celui qui me souriait à table et me posait des questions sur mon écriture sans en faire un sermon sur les priorités. J'ai refermé l'enveloppe et l'ai posée. Barbara, ai-je dit, j'ai payé la maison de plage pour que vous et Harold puissiez prendre votre retraite près de l'océan. J'ai couvert une grande partie de la procédure antérieure de Harold. J'ai couvert la différence lorsque l'assurance de Nathan laissait des lacunes. J'ai fait ces choses parce que je croyais que nous étions une famille. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et maintenant tu vas laisser un vieil homme souffrir parce que mon fils a fait des erreurs. Je ne laisse personne souffrir. Je refuse de continuer à financer un système qui a traité mes ressources comme une propriété commune tout en traitant mes limites comme de l'égoïsme. Elle m'a dévisagé. Tu as toujours été froide en dessous. Non, ai-je dit. J'ai été chaleureuse pendant très longtemps. Tu préférais juste la version de moi qui ne disait jamais non. Barbara s'est levée. Elle a laissé l'enveloppe sur la table. Tu regretteras ça quand tu seras plus âgé et seul, a-t-elle dit. Je l'ai regardé sortir. Puis j'ai ramassé l'enveloppe, je suis allé au comptoir et j'ai demandé une poubelle de recyclage au barista. La lettre et le devis y sont allés sans cérémonie. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon studio et j'ai regardé le mur de fiches qui cartographiait le nouveau roman. Une fiche près de la fin portait encore la ligne originale que j'avais écrite des mois plus tôt, avant que tout ne s'effondre. Une femme peut passer des années à faciliter la vie d'une autre personne sans remarquer combien d'elle-même elle a donné. J'ai ajouté une deuxième fiche en dessous. Le moment où elle le remarque est le moment où l'histoire change. J'ai laissé les 2 fiches sur le mur et j'ai éteint la lumière. La semaine suivante, Dana a appelé avec les chiffres définitifs de libération du compte en fiducie. Après avoir tenu compte des contributions matrimoniales limitées, les fonds séparés retracés qui me sont revenus étaient substantiels. Non pas parce que je m'étais battu pour chaque dollar, mais parce que le dossier avait été clair depuis le début. J'ai transféré une partie sur son nouveau compte d'investissement. Le reste est resté où il était. Je n'ai pas célébré. J'ai simplement mis à jour la feuille de calcul qui suivait mes finances comme je les avais toujours suivies, tranquillement, avec précision, sans drame. 2 jours plus tard, Derek m'a envoyé un lien vers un article économique local. Nathan avait lancé une activité de conseil en parallèle, se présentant comme un conseiller stratégique en vente avec une expérience du style de vie de luxe. La biographie mentionnait un portefeuille de propriétés côtières et la gestion de clients à haute valeur nette. Je l'ai lu une fois, puis j'ai supprimé le message.
Leia, ai-je appris d'une connaissance commune, avait déménagé à Raleigh et avait pris un emploi dans l'organisation d'événements. Elle n'a plus cherché à me contacter. Je préférais que ce soit ainsi. Un mardi après-midi calme, j'ai conduit jusqu'à la côte, non pas à la maison de plage qui ne m'appartenait plus, mais à une autre étendue de littoral plus au sud. Je me suis garé, j'ai marché jusqu'à l'eau et je suis resté debout, les pieds nus dans le sable froid. Le vent était vif, l'horizon était net. Je ne suis resté que 20 minutes, assez longtemps pour sentir le sel sur mon visage et me souvenir que l'océan n'avait jamais été le but. Le but avait été la croyance que je pouvais acheter la sécurité pour les gens que j'aimais. Cette croyance avait coûté plus que de l'argent. Elle avait coûté la clarté. Quand je suis retourné à la voiture, mon téléphone affichait un appel manqué d'un numéro inconnu et un unique message vocal. J'ai supprimé le message vocal sans l'écouter. Puis j'ai repris la route. L'appartement de Charlotte semblait différent maintenant qu'il n'était plus qu'à moi. La deuxième chambre, qui avait autrefois contenu les vêtements en trop et l'équipement de golf de Nathan, était vide. J'ai commandé de nouvelles étagères et je les ai remplies des textes de recherche que j'avais gardés en stock pendant des années. J'ai déplacé mon bureau pour qu'il fasse face à la fenêtre au lieu du mur. De petits changements, silencieux. Un soir, en relisant les épreuves de mon nouveau roman, j'ai reçu un email de mon agent. Une offre de droits étrangers était arrivée, plus importante que prévu. Je l'ai acceptée, j'ai mis à jour la feuille de calcul de suivi des redevances et j'ai fermé l'ordinateur portable. Pour la première fois depuis longtemps, les chiffres à l'écran n'appartenaient qu'à mon travail et à moi. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable, et la stabilité, j'apprenais, était une fondation plus fiable que n'importe quelle maison construite sur les promesses des autres. L'offre de droits étrangers s'est conclue un jeudi. Le lundi suivant, l'avance avait été versée sur le compte que je réservais uniquement aux revenus d'écriture. J'ai transféré une partie au portefeuille d'investissement qui existait avant Nathan. Puis j'ai mis à jour la feuille de calcul de suivi comme je l'avais toujours fait, tranquillement, sans cérémonie. Les chiffres semblaient différents maintenant qu'ils n'étaient plus partagés avec les attentes de quelqu'un d'autre. J'ai passé les semaines suivantes à l'intérieur du nouveau roman. L'histoire n'était pas une transcription directe de mon mariage, mais l'idée centrale s'était affinée. Une femme qui avait passé des années à absorber les inconvénients jusqu'à ce que l'absorption elle-même devienne invisible. Les lecteurs, prédisait mon agent, reconnaîtraient la violence silencieuse de ce schéma. J'espérais qu'ils reconnaîtraient aussi le moment où il a cessé. L'écriture venait plus facilement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Je n'attendais plus les soirs où Nathan pourrait rentrer et avoir besoin de dîner, de conversation ou de réconfort. La deuxième chambre, vidée de son sac de golf et de ses costumes en trop, était devenue une véritable bibliothèque de recherche. J'ai déplacé le bureau pour que la lumière du matin tombe sur le clavier. De petits changements, mais ils ont modifié la température de tout l'appartement. Un après-midi, en révisant une scène dans laquelle le protagoniste refuse enfin de payer une autre facture qu'elle n'a jamais acceptée, mon téléphone a vibré avec un SMS de Derek. J'ai vu Nathan à un événement de réseautage hier soir. Il dit aux gens que le divorce était mutuel et qu'il a quitté une situation toxique. Je voulais juste que tu le saches. J'ai répondu. Merci. Pas mon problème. Puis j'ai mis la conversation en sourdine et je suis retourné à la page. Le titre de travail du roman était encore temporaire, mais la dernière ligne s'était déjà installée. Je l'ai gardée sur une fiche collée au-dessus de l'écran. Je n'ai pas ruiné ta vie. J'ai juste arrêté de la financer. Chaque fois que je la regardais, je ressentais le même déclic régulier de reconnaissance. Barbara ne m'a plus contacté après le café. Harold, cependant, a envoyé une note manuscrite 3 semaines plus tard. L'enveloppe était adressée d'une écriture soignée et légèrement tremblante. À l'intérieur se trouvait une seule page. Élise, je sais que Barbara t'a parlé. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Mon cœur est ce qu'il est. Je n'écris pas pour demander de l'argent. J'écris pour dire que j'ai vu plus que je ne l'ai admis pendant que tout se passait. J'aurais dû parler plus tôt. Je ne l'ai pas fait. C'est de ma faute. J'espère que ton travail se passe bien, Harold. J'ai lu la note 2 fois. Puis je l'ai pliée et je l'ai placée dans la même boîte où je gardais les documents de clôture originaux de la maison de plage. Des archives de ce qui avait été vrai, pas de ce que les gens préféraient se souvenir. Je n'ai pas répondu.
Certaines reconnaissances n'exigeaient pas de réponse. Léa a refait surface une fois de plus, indirectement. Une connaissance commune a mentionné lors d'un événement d'édition qu'elle avait lancé une petite newsletter sur la récupération de la clarté financière après des illusions relationnelles. Le titre seul m'en a dit assez. Je ne me suis pas abonné. J'espérais, sans amertume, qu'elle apprendrait à poser de meilleures questions la prochaine fois que quelqu'un lui offrirait un style de vie qui ne lui appartenait pas. La biographie de consultant de Nathan a continué à circuler dans certains cercles de Charlotte. Derek m'a envoyé une dernière mise à jour. Non sollicité. Nathan avait commencé à lister sur son LinkedIn une expérience antérieure de supervision de propriétés côtières et de gestion d'actifs familiaux de grande valeur. Le langage était suffisamment prudent pour éviter le mensonge pur et simple et suffisamment malhonnête pour continuer à vendre l'ancienne histoire. J'ai bloqué le profil et je suis passé à autre chose. Le calme n'était pas vide. Il était plein de travail. À la fin du printemps, le roman est entré en correction d'épreuves. Mon agent a appelé pour dire que les premiers lecteurs réagissaient fortement au refus final de la protagoniste. Une note en particulier m'est restée. Elle n'explose pas. Elle cesse simplement de participer à la fiction. Je comprenais exactement ce que cela signifiait. Un mardi pluvieux, je me suis rendu à Wilmington pour un événement dans une petite librairie indépendante. La salle contenait peut-être 40 personnes. Après la lecture, une femme d'une cinquantaine d'années s'est approchée de la table de dédicace et a attendu que la file diminue. J'ai reconnu le schéma, a-t-elle dit. La façon dont vous avez décrit le transfert progressif de responsabilité. Je l'ai vécu pendant 12 ans. J'ai signé son exemplaire et j'ai écrit la dernière ligne du livre sous mon nom. Elle a refermé la couverture avec précaution, comme si les mots pouvaient s'échapper. Merci de ne pas l'avoir rendue douce à ce sujet, a-t-elle ajouté. Certains d'entre nous avaient besoin de voir quelqu'un refuser nettement. J'ai hoché la tête. Il n'y avait rien d'autre à dire qui n'aurait dilué le moment. Cette nuit-là, à l'hôtel, je me suis tenu à la fenêtre surplombant la rivière et je me suis permis, pour la première fois depuis des mois, de sentir tout le poids de ce qui avait été perdu et de ce qui avait été récupéré. Le deuil était toujours présent, mais il ne dirigeait plus mes décisions. Il existait simplement à côté du travail, du silence, de la nouvelle forme de mes jours. J'ai dormi sans rêver de la maison de plage. De retour à Charlotte, l'appartement a continué à se réorganiser autour d'une seule vie. J'ai donné les derniers objets oubliés de Nathan, un flacon d'eau de Cologne à moitié vide, un chargeur de téléphone de rechange sans le ruban adhésif bleu, un ensemble de polos de golf encore dans leur plastique de nettoyage à sec. Le bac de dons de l'immeuble les a acceptés sans commentaire. Lorsque la porte s'est refermée, je n'ai ressenti aucune satisfaction cérémonielle, seulement le soulagement pratique de l'espace libéré. Dana a appelé une fois de plus pour confirmer la comptabilité finale du trust. Après déduction des contributions matrimoniales limitées et restauration des fonds propres, le produit restant a été transféré. Je l'ai déplacé vers le compte d'investissement prénuptial et j'ai mis à jour les étiquettes. La feuille de calcul racontait désormais une histoire plus nette que le mariage ne l'avait jamais fait. Un soir, en relisant les dernières épreuves, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. La ligne d'objet disait « Pour ce que ça vaut ». Le corps du message était court. Je sais que tu ne veux pas de contact. Je ne demande rien. J'avais juste besoin de dire que je comprends maintenant ce que j'ai utilisé et ce que j'ai perdu en l'utilisant. Tu n'as jamais été le problème. C'est moi qui avais plus besoin de l'illusion que de la vérité. Nathan. Je l'ai déplacé dans un dossier intitulé « Archives, pas de réponse » et je suis retourné aux épreuves. Le curseur clignotait à la fin du dernier chapitre. J'ai fait un dernier ajustement à une seule phrase, j'ai sauvegardé le fichier et j'ai fermé l'ordinateur portable. Le lendemain matin, mon agent a transféré la première critique professionnelle majeure. Le critique a loué le refus du roman d'offrir une rédemption facile ou une réconciliation douce. Le protagoniste ne pardonne pas pour le confort du lecteur, déclarait la critique. Elle cesse simplement de financer la version de sa vie qui exigeait son amoindrissement. J'ai imprimé la critique et je l'ai épinglée à côté de l'affiche au-dessus de mon bureau. Dehors, la ville suivait son mercredi ordinaire. J'ai fait du café, j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer la chaleur matinale et j'ai commencé la première page de ce qui allait suivre. Le travail ne ressemblait pas à une évasion. Il ressemblait à une continuation.
Dans les semaines qui ont suivi, la sortie du roman a pris un élan tranquille. Pas explosif mais régulier, le genre de succès qui se compose plutôt qu'il ne s'enflamme. Des éditions étrangères ont été contractées. Une option de série télévisée limitée a été discutée puis mise de côté lorsque j'ai refusé d'adoucir la fin pour un public plus large. Mon agent a respecté la décision. Le livre sait déjà ce qu'il est, a-t-elle dit. Nous n'avons pas besoin de lui apprendre les bonnes manières. J'ai passé la plupart des matinées à écrire et la plupart des après-midi à marcher sur la voie verte le long du ruisseau près de mon immeuble. Le rythme physique aidait le rythme mental. Lors d'une de ces promenades, j'ai croisé un homme qui ressemblait brièvement à Nathan de dos. Même taille, même cheveux foncés. Mon corps a enregistré la ressemblance avant mon esprit. Le moment de reconnaissance est passé sans drame. J'ai continué à marcher. À la maison, j'ai poursuivi les petites rénovations qui ont rendu l'appartement entièrement mien. Nouvelle peinture dans la deuxième chambre, meilleur éclairage au-dessus du bureau, un plus grand moniteur pour les feuilles de calcul de recherche qui organisaient toujours les relevés de redevances et les contrats de licence avec la même précision que j'avais autrefois utilisée pour suivre chaque dépense du ménage. La différence était que la précision ne servait plus qu'au travail et à la vie que je vivais réellement. Harold n'a pas envoyé d'autres notes. Barbara est restée silencieuse. La newsletter de Leia, d'après le peu que je me suis permis de voir dans des mentions passagères, semblait se concentrer sur la littératie financière pratique plutôt que sur les griefs personnels. Je lui souhaitais de la compétence sans avoir besoin d'en être témoin. Nathan, selon le fragment occasionnel qui me parvenait par Derek ou des connaissances communes, a continué à remodeler le récit dans des cercles de plus en plus restreints. Le travail de conseil a produit des résultats limités. Les affirmations de propriété côtière se sont faites plus discrètes. À un moment donné, le langage de LinkedIn est passé de actifs familiaux de grande valeur à une terminologie de vente plus générique. Je n'ai pas suivi les changements. L'information arrivait comme la météo. Remarquée, puis sans importance. Une nuit au début de l'été, j'ai rêvé de la maison de plage pour la première fois depuis des mois. Dans le rêve, les pièces étaient vides et propres, les fenêtres ouvertes sur une mer nocturne. Je les ai traversées sans urgence, vérifiant que rien de ce qui m'appartenait n'était resté. À mon réveil, le rêve n'a laissé aucun résidu de nostalgie, seulement la confirmation que l'endroit était redevenu simplement une maison, plus une scène pour les besoins des autres. Je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai ouvert le manuscrit du projet suivant. Le curseur attendait. J'ai commencé. Les jours se sont allongés. Le roman a continué à trouver des lecteurs qui avaient besoin de sa clarté particulière. Des lettres sont arrivées, certaines reconnaissantes, certaines en colère, certaines se reconnaissant simplement dans le refus. J'ai répondu à celles qui exigeaient des réponses et j'ai classé les autres. Le travail est resté le centre. Un soir humide de juillet, je me suis tenu sur le petit balcon de l'appartement et j'ai regardé le ciel prendre la couleur du violeton. L'air sentait la pluie approchante. Derrière moi, l'appartement était calme, ordonné et entièrement mien. La feuille de calcul sur le bureau montrait un équilibre sain et indépendant. L'affiche au-dessus du moniteur portait toujours la ligne qui m'avait porté à travers les derniers chapitres. Je n'ai pas ressenti le besoin d'y ajouter quoi que ce soit. La pluie a commencé, douce d'abord, puis régulière. Je suis resté sur le balcon jusqu'à ce que mes épaules soient humides, puis je suis rentré et j'ai fermé la porte. Le son de la pluie contre les fenêtres était ordinaire et complet. Je suis retourné au bureau, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai tapé la première phrase de ce qui viendrait après la survie. La phrase était simple. Elle n'exigeait pas de public. Elle exigeait seulement que je continue, et c'est ce que j'ai fait. Le deuxième tirage du roman a été commandé avant la fin du premier mois. Mon agent a envoyé les chiffres sans commentaire, comme elle le faisait toujours lorsque les données parlaient assez clairement d'elles-mêmes. J'ai mis à jour la feuille de calcul des redevances, j'ai déplacé les revenus projetés dans les colonnes appropriées et j'ai fermé le fichier. Le succès, avais-je appris, était plus utile lorsqu'il était traité comme une information plutôt que comme une émotion. Les demandes d'interview sont arrivées régulièrement. La plupart étaient directes. Quelques-unes ont essayé d'orienter la conversation vers le personnel. J'avais préparé une seule phrase pour ces moments et je l'ai utilisée sans variation. Le livre parle du coup de rendre le confort des autres plus important que sa propre clarté. Le reste est sur la page.
La plupart des intervieweurs ont accepté la limite. Ceux qui ne l'ont pas fait ont reçu des réponses plus courtes jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Lors d'un festival du livre régional au début de l'automne, j'ai partagé une table de dédicaces avec 3 autres auteurs. Entre 2 lecteurs, l'un d'eux, un homme qui écrivait des thrillers domestiques, s'est penché et a dit « Les gens n'arrêtent pas de me demander si votre protagoniste est basé sur quelqu'un de réel. Je leur dis que la meilleure fiction l'est toujours. » J'ai signé le livre suivant sans lever les yeux. Elle est basée sur une décision, ai-je dit. Pas sur une personne. Il a ri comme si nous avions partagé une blague privée. Je ne l'ai pas corrigé davantage. L'hôtel du festival était près de l'eau. Cette nuit-là, j'ai parcouru le court chemin jusqu'à la rivière et je me suis tenu sous les lumières du pont. L'air portait le premier souffle frais de la saison. Un instant, l'odeur de la rivière m'a rappelé la maison de plage, le sel et le bois humide, et le silence particulier qui s'installe lorsqu'un lieu a été vidé de l'urgence des autres. Le souvenir est arrivé nettement et est reparti de la même manière. Je suis retourné à l'hôtel sans avoir besoin de nommer ce que je ressentais. En octobre, une lettre est arrivée de l'avocat de Nathan. Elle était brève et soigneusement formulée. Nathan demandait une clarification de certains termes de l'accord de règlement concernant des biens personnels résiduels. Les articles énumérés étaient mineurs, un ensemble de couteaux de cuisine, 2 photographies encadrées d'un voyage que nous avions fait la première année, une machine à expresso en boîte qui n'avait jamais fonctionné correctement. La valeur totale était négligeable. L'intention ne l'était pas. Dana a lu la lettre, puis m'a appelé. « C'est du bruit », a-t-elle dit. « Il teste si vous allez répondre. » Ma recommandation est une réponse d'une seule phrase de mon bureau. Toutes les questions de biens personnels ont été résolues dans l'accord signé. Aucune autre discussion n'est requise. Envoyez-la, ai-je dit. La réponse est partie le jour même. Rien d'autre n'est arrivé. J'ai remarqué dans les semaines qui ont suivi que les petites interruptions du passé avaient commencé à perdre de leur charge. Un nom entendu dans un café. Un modèle de voiture familier à un feu rouge. Une chanson qui avait autrefois joué en arrière-plan de notre ancienne cuisine. Aucune d'entre elles ne nécessitait de gestion. Elles se produisaient simplement, puis s'estompaient. Le système nerveux, il s'est avéré, pouvait apprendre de nouveaux réglages par défaut lorsque les anciennes exigences cessaient d'être satisfaites. Le prochain livre a commencé à prendre une forme plus claire. Je n'avais pas prévu de suite directe, mais les questions laissées ouvertes par le premier roman revenaient sans cesse. Que construit une femme après avoir cessé de financer la version de sa vie de quelqu'un d'autre ? À quoi ressemble l'ambition ordinaire lorsqu'elle n'est plus tenue de s'excuser ? Le nouveau manuscrit s'ouvrait sur une femme debout dans un appartement vide, décidant quelle fenêtre aurait le bureau. J'ai écrit la scène d'un seul jet et ne l'ai pas révisée pendant 3 jours. Elle semblait déjà vraie. Un samedi de novembre, je suis retourné à la côte, cette fois dans une autre ville plus au sud. J'ai loué une petite chambre pour 2 nuits sans vue sur l'eau, et j'ai passé les heures à marcher dans les rues résidentielles au lieu de la plage. Je voulais voir des maisons ordinaires, celles qui n'avaient jamais été achetées comme cadeaux ou utilisées comme scène, des porches avec des chaises en plastique, des allées avec des vélos d'enfants, la preuve silencieuse de vie qui n'exigeait pas de performance. Le deuxième soir, je me suis assise sur un banc public près de la marina et j'ai regardé un couple décharger des provisions d'une voiture. L'homme portait les sacs les plus lourds. La femme a verrouillé les portes et les a vérifiées 2 fois. Leur conversation flottait sur le trottoir en fragments. Quelque chose à propos d'un formulaire scolaire, quelque chose à propos du dîner, rien d'élevé, rien de stratégique. Je suis resté jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans une modeste maison avec une seule lumière sur le porche, puis je suis retourné à ma chambre. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel tôt et je suis rentré chez moi. L'appartement semblait, comme toujours maintenant, exactement de la bonne taille. En décembre, l'édition de poche est partie à l'impression. Mon éditeur a demandé si je voulais inclure une note de l'auteur. J'ai refusé. Le livre avait déjà dit ce qu'il avait à dire. Tout ajout risquait de transformer la clarté en explication et l'explication en excuse. J'en avais fini avec les 2. Derek a envoyé un SMS près des fêtes. Nathan travaille maintenant dans la gestion de vente au détail. J'ai entendu ça par un ami commun, juste pour info. J'ai répondu. Notez. J'espère qu'il va bien. C'était la phrase la plus généreuse que je pouvais offrir sans rouvrir une porte.
Derek n'a pas insisté. J'ai passé Noël seul, par choix. La journée était calme et non structurée. J'ai préparé un repas simple, j'ai lu 200 pages du roman de quelqu'un d'autre et je me suis couché avant minuit. Le matin, je me suis réveillé sans la tension résiduelle qui accompagnait autrefois les vacances, la navigation prudente des humeurs des autres, la comptabilité silencieuse de qui avait donné le plus. L'absence de cette tension ressemblait à un espace retrouvé. L'hiver s'est installé. Le nouveau manuscrit a atteint 50 000 mots. J'écrivais le matin et je m'occupais de la correspondance l'après-midi. Le rythme était ordinaire et durable. Quand j'avais besoin de réfléchir à une scène difficile, je marchais sur la voie verte jusqu'à ce que la structure s'éclaircisse, puis je retournais au bureau et je l'écrivais avant que la clarté ne s'évapore. Un après-midi de janvier, un email est arrivé d'une adresse que je n'avais pas vue depuis des années. Il appartenait à un ancien camarade de classe de Nathan à l'université, quelqu'un que je n'avais rencontré que 2 fois. Le message était poli et bref. J'ai entendu parler du livre. J'ai aussi entendu une partie de la version des événements de Nathan. Je voulais que tu saches que plusieurs d'entre nous de cette époque ont toujours pensé qu'il avait de la chance que tu supportes autant de choses. Je suis content que tu ailles bien. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai archivé sans répondre. La gentillesse n'exigeait pas toujours de réciprocité, surtout lorsqu'elle arrivait tard et portait la faible odeur de la culpabilité de quelqu'un d'autre. Les semaines ont continué. Le livre de poche s'est lancé avec moins de cérémonie que le grand format et s'est vendu plus régulièrement. Un club de lecture à Asheville m'a invité à parler par vidéo. J'ai accepté, j'ai répondu à leurs questions sur l'artisanat et la structure, et j'ai refusé celles qui tendaient vers la biographie. Après l'appel, je me suis assise dans le calme de l'appartement et j'ai réalisé que je ne ressentais plus le besoin de prouver que l'histoire sur la page était distincte de la vie qu'il avait produite. La séparation était devenue factuelle plutôt que défensive. En février, j'ai reçu un petit paquet sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule fiche, vierge à l'exception d'une phrase écrite d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Certains d'entre nous apprennent encore à s'arrêter. Pas de signature, pas de contexte. J'ai retourné la fiche, je n'ai rien trouvé, et je l'ai placée dans la même boîte qui contenait la note de Harold et les anciens documents de clôture. Tout n'exigeait pas d'interprétation. Certaines choses pouvaient simplement être reçues et stockées. Le nouveau manuscrit a franchi la barre des 70 000 mots un matin froid où le ciel est resté de la couleur du béton mouillé toute la journée. J'ai sauvegardé le fichier, l'ai sauvegardé une 2e fois et je me suis approché de la fenêtre. En bas, la rue suivait son mardi ordinaire. Une femme poussait une poussette. Un livreur se disputait avec un parc-mètre. La vie continuait sans exiger ma narration. J'ai fait du café frais et je suis retourné au bureau. Le chapitre suivant attendait. Je l'ai commencé comme j'avais commencé la plupart des choses depuis le divorce. Sans demander la permission du passé. Le travail a absorbé les heures. Quand j'ai de nouveau levé les yeux, la lumière avait changé. J'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Nathan, ni à Leia, ni à la maison de plage, ni au règlement de toute l'après-midi. La réalisation ne ressemblait pas à une victoire. Elle ressemblait à un changement de temps, quelque chose qui arrive de lui-même une fois que les conditions ne sont plus arrangées pour l'empêcher. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner avec la radio à faible volume. Le présentateur a lu les prévisions météorologiques et une brève nouvelle locale sur un projet de restauration côtière. J'ai écouté sans tension. Le mot côtier ne portait plus le même poids. Il était redevenu une simple description de la géographie. Après le dîner, je me suis assise au bureau et j'ai relu les pages de la journée. Un seul paragraphe avait besoin d'être resserré. Je l'ai corrigé, j'ai de nouveau sauvegardé le fichier et j'ai fermé l'ordinateur portable. L'appartement était calme de la manière particulière qui appartient à un espace ordonné autour des besoins réels d'une seule personne. J'ai éteint les lumières et je suis allé me coucher. Le sommeil est venu sans négociation. Le matin, je me suis réveillé dans le même silence et avec le même bureau clair. Le curseur clignotait au début d'une nouvelle scène. J'ai commencé à écrire avant que le café ne soit prêt. La phrase qui est venue en premier était simple et suffisante. Je l'ai suivie là où elle menait. Dehors, la ville continuait ses mouvements ordinaires. À l'intérieur, le travail continuait aussi. Les 2 rythmes n'entraient plus en compétition. Ils occupaient simplement les mêmes heures sans exiger que l'un ou l'autre ne cède.
J'ai écrit jusqu'à midi, puis j'ai marché sur la voie verte sous un ciel qui avait enfin commencé à s'éclaircir. L'air portait encore l'hiver, mais la lumière avait changé. J'ai remarqué la différence sans avoir besoin d'en faire plus qu'elle n'était. En rentrant chez moi, j'ai ouvert le manuscrit et j'ai continué. Le deuxième manuscrit a atteint son acte final un matin où la lumière entrait basse et claire sur le bureau. J'ai tapé la dernière phrase, je me suis adossé et j'ai laissé le calme s'installer. Il n'y avait pas de sentiment cérémoniel d'achèvement, seulement la connaissance pratique que le brouillon existait maintenant sous une forme que je pouvais réviser. J'ai sauvegardé le fichier sous un nouveau nom, l'ai sauvegardé 2 fois et j'ai fermé l'ordinateur portable. Pour le reste de la journée, je n'ai pas écrit. J'ai marché sur la voie verte plus loin que d'habitude, au-delà du point où le sentier se rétrécissait et les arbres s'épaississaient. L'air portait encore le dernier souffle de l'hiver, mais le sol avait commencé à s'adoucir. J'ai remarqué le changement sans avoir besoin de le transformer en métaphore. En rentrant chez moi, j'ai commandé des provisions, j'ai nettoyé la cuisine et je me suis couché tôt. La révision a commencé la semaine suivante. Le processus était plus lent que la rédaction et plus exigeant. J'ai coupé des scènes qui expliquaient trop et j'ai développé celles qui faisaient confiance au lecteur. Le protagoniste du nouveau livre n'annonçait pas ses limites. Elle vivait simplement à l'intérieur d'elle jusqu'à ce que les autres remarquent la différence. J'ai protégé cette qualité à chaque page. En mars, mon agent a appelé avec des nouvelles du premier roman. Une université l'avait sélectionné pour un programme de lecture commune. L'invitation comprenait un modeste honoraire et une demande de visite sur le campus à l'automne. J'ai accepté la lecture et j'ai refusé le dîner facultatif avec les donateurs. Mon agent n'a pas discuté. Elle avait appris la forme de mes limites. L'édition de poche a continué à se vendre en chiffres réguliers et peu spectaculaires. Parfois, une critique apparaissait encore dans un journal régional ou une revue de blog littéraire. La plupart se concentraient sur le métier. Quelques-unes tendaient vers la biographie. J'ai arrêté de lire celle-là. Le travail avait déjà quitté mes mains. Ce que les étrangers faisaient de ma vie n'était plus une information dont j'avais besoin. Un après-midi, un email est arrivé de la société de titres qui s'était occupée de la vente de la maison de plage. Un document de routine nécessitait une signature confirmant que toutes les questions post-clôture avaient été résolues. J'ai signé électroniquement, j'ai classé la confirmation et j'ai supprimé le fil de discussion. La transaction était devenue purement administrative. La température émotionnelle de l'adresse était finalement tombée à 0. Derek a envoyé un SMS en avril. J'ai entendu dire que Nathan a déménagé dans un appartement plus petit de l'autre côté de la ville. J'ai aussi entendu dire qu'il raconte une version plus propre de l'histoire ces jours-ci. Juste pour te tenir au courant. J'ai répondu. Apprécié. Pas besoin de me mettre à jour davantage à moins que quelque chose ne nécessite une action. Il a répondu avec un pouce levé et n'a plus écrit sur Nathan. Le silence semblait mutuel et complet. La révision du deuxième manuscrit a pris la majeure partie du printemps. Je travaillais le matin et m'occupais des affaires du premier livre l'après-midi. La séparation des deux activités les maintenait toutes deux plus claires. Quand j'avais besoin de distance par rapport aux nouvelles pages, je marchais ou cuisinais ou je me tenais sur le balcon et je regardais la rue. Les mouvements ordinaires de la journée étaient devenus suffisants. En mai, je suis allé à la montagne pour 3 jours sans autre agenda que l'altitude et le calme. Le chalet était petit et sobrement meublé. J'ai apporté le brouillon imprimé et un seul stylo rouge. Chaque matin, je m'asseyais sur le porche étroit et je marquais les pages jusqu'à ce que la lumière change. L'après-midi, je marchais sur la route de gravier jusqu'à ce que mes jambes soient fatiguées. La nuit, je lisais les livres des autres et je dormais sans interruption. Le deuxième soir, une tempête a traversé la vallée. La pluie frappait le toit en tôle à un rythme régulier et sans complexe. Je me suis assise dans l'unique fauteuil et j'ai écouté jusqu'à ce que le son fasse partie de la pièce. Aucun souvenir ne s'est attaché à la météo. L'absence d'attachement ressemblait à un territoire retrouvé. Je suis retourné à Charlotte avec un brouillon annoté et une idée plus claire des proportions finales du livre. Le travail restant était mécanique dans le meilleur sens du terme, resserrer, clarifier, supprimer tout ce qui demandait encore une sympathie qu'il n'avait pas méritée. J'ai terminé les révisions en juin et j'ai envoyé le manuscrit à mon agent avec une courte note. C'est la forme du livre. Elle a répondu le lendemain. C'est propre et sans concession aux bons endroits.
je vais commencer à passer des appels. Tandis que le deuxième livre commençait son voyage silencieux vers la publication, le premier continuait à trouver des lecteurs qui avaient besoin de son refus particulier. Des lettres arrivaient encore. J'ai répondu à celles qui posaient des questions sur le processus et j'ai classé celles qui posaient des questions sur mon mariage. La distinction était devenue automatique. En juillet, une petite question administrative a fait surface. La compagnie d'assurance qui avait couvert la maison de plage exigeait une déclaration finale selon laquelle aucune réclamation de biens personnels ne subsistait. J'ai rempli le formulaire en 10 minutes et je l'ai retourné. L'acte n'avait aucun poids. C'était simplement le dernier morceau de papier attaché à un endroit qui n'existait plus dans ma vie. La même semaine, j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu. La voix était celle de Barbara, plus mince que dans mon souvenir. « Élise, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles. La procédure de Harold s'est bien passée. Je voulais seulement que tu le saches. Tu n'as pas besoin de rappeler. J'ai écouté une fois, j'ai supprimé le message et je n'ai pas répondu. L'information a été enregistrée comme neutre. Harold avait survécu à un autre événement médical. Barbara s'était sentie obligée de le signaler. Aucun de ces faits n'exigeait d'action de ma part. Je suis retourné au bureau et j'ai continué la correspondance qui appartenait réellement à ma vie actuelle. La fin de l'été a apporté la chaleur habituelle et les premières conversations sérieuses sur le calendrier de publication du deuxième roman. Mon agent a négocié une campagne plus discrète que celle du premier livre. Je préférais que ce soit ainsi. Le travail n'avait pas besoin d'être expliqué pour exister. Il avait seulement besoin d'être disponible. Un soir humide doux, je me suis tenu sur le balcon et j'ai regardé les éclairs se déplacer à l'horizon lointain de la ville. L'air sentait le trottoir mouillé et l'électricité. Derrière moi, l'appartement était ordonné et calme. Le deuxième manuscrit avait quitté mes mains. Le premier continuait sa vie indépendante. La feuille de calcul sur le bureau montrait un ensemble de chiffres stables et autonomes. Aucun d'entre eux n'exigeait de défense. Je suis resté dehors jusqu'à ce que l'orage atteigne l'immeuble, puis je suis rentré et j'ai fermé la porte. La pluie contre les fenêtres faisait un bruit régulier qui n'avait pas besoin d'interprétation. J'ai fait du thé, j'ai ouvert un livre que j'avais l'intention de finir et j'ai lu jusqu'à ce que l'orage passe. Le matin, les rues étaient lavées. J'ai marché sur la voie verte sous un ciel qui était revenu à un bleu ordinaire. Le chemin était familier maintenant à chaque saison. Je ne mesurais plus mes progrès par rapport à la femme qui avait autrefois acheté une maison de plage pour la retraite d'autres personnes. Cette femme avait pris des décisions basées sur les informations qu'elle avait à l'époque. La femme qui marchait sur le chemin aujourd'hui prenait des décisions basées sur des informations différentes. Les deux versions étaient réelles. Seule l'une d'entre elles vivait encore ses heures. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai tapé une seule phrase qui n'appartenait encore à aucun projet plus vaste. Elle est restée sur l'écran sans urgence. Je l'ai laissée là et je suis allé faire du café. La phrase grandirait en quelque chose ou non. L'un ou l'autre résultat était acceptable. Le reste de la journée s'est déroulé au même rythme banal qui était devenu le fondement de tout le reste, correspondance, une courte promenade, un repas simple, une heure de lecture. L'absence de crise ne semblait plus temporaire. Elle semblait structurelle. Le soir, j'ai examiné le calendrier des mois à venir. La visite à l'université était prévue pour octobre. Un événement pour le livre de poche dans un état voisin était prévu en novembre. Entre les deux, les jours étaient pour la plupart vides de demandes extérieures. J'avais l'intention de les garder ainsi. Avant de me coucher, je me suis tenu une fois de plus à la fenêtre. La ville suivait sa soirée de vendredi ordinaire. Lumière, circulation, le son étouffé de quelqu'un qui rit sur le trottoir en bas. J'ai regardé pendant quelques minutes sans avoir besoin que la scène signifie plus qu'elle ne le faisait. Puis j'ai éteint la lampe et je suis allé dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le même appartement calme et avec le même bureau clair. La phrase de la veille était toujours à l'écran. Je l'ai lue une fois, j'ai ajouté une deuxième phrase et j'ai continué. Le travail ne ressemblait pas à une guérison. Il ressemblait à la continuation d'une vie qui avait finalement cessé de négocier ses propres termes avec des gens qui préféraient l'ancien arrangement. Dehors, la journée a commencé. À l'intérieur, j'ai continué à écrire. Les deux faits occupaient les mêmes heures sans conflit. Cela,
plus que toute autre décision, était devenue la mesure de la distance parcourue. J'ai écrit jusqu'à ce que la lumière change, puis j'ai sauvegardé le fichier et je me suis éloigné du bureau. L'appartement a conservé son calme, de la manière dont une pièce bien faite conserve la température, de manière stable, sans effort. Je m'y suis déplacé avec la confiance banale de quelqu'un qui n'avait plus à se demander si elle avait le droit de prendre de la place. L'après-midi a été ordinaire. J'avais l'intention de le garder ainsi. Le campus universitaire en octobre commençait déjà à prendre des couleurs d'automne. Les arbres le long du quadrilatère principal arboraient leurs dernières couleurs. Je suis arrivé l'après-midi précédant la lecture, j'ai pris possession de la petite suite d'invités qu'ils avaient arrangée, et j'ai parcouru le campus sans m'annoncer. Personne ne m'a arrêté. L'anonymat semblait utile. Ce soir-là, j'ai dîné seul dans un restaurant calme près du campus et j'ai relu le court discours que j'avais préparé. Il ne contenait aucune histoire personnelle. Il se concentrait sur la structure, sur la différence entre un personnage qui explique ses limites et un personnage qui les applique simplement par l'action. J'avais appris que le public préférait souvent la première version. J'avais l'intention de leur donner la seconde. La lecture le lendemain a eu lieu dans une salle de conférence de taille moyenne. La salle était pleine mais pas bondée. J'ai lu 2 passages, un des premiers chapitres, un de la section finale, puis j'ai répondu aux questions pendant 40 minutes. La plupart sont restés dans le cadre de l'œuvre. Quelques-unes ont tendu vers la biographie. J'ai utilisé la même phrase que j'avais peaufinée au cours de l'année précédente. Le livre parle du coup de rendre le confort des autres plus important que sa propre clarté. Tout le reste est sur la page. La limite a tenu. Ensuite, un petit groupe d'étudiants a attendu pour faire signer des livres. L'une d'entre eux, une jeune femme à l'expression prudente, est restée jusqu'à ce que les autres soient partis. Je l'ai fini le mois dernier, a-t-elle dit. J'attendais qu'elle s'adoucisse à la fin. Elle ne l'a pas fait. Cela m'a mise en colère au début, puis plus. J'ai signé son exemplaire et j'ai écrit la dernière ligne du roman sous mon nom. Elle a refermé le livre comme pour sceller quelque chose. Merci de ne pas l'avoir fait s'excuser, a-t-elle ajouté. J'ai hoché la tête. Il n'y avait rien d'autre à dire qui n'aurait réduit le moment. Le trajet de retour le lendemain matin était clair et sans incident. Je me suis arrêté une fois pour un café et une fois pour me dégourdir les jambes sur une aire de repos surplombant une étendue de terres agricoles vides. La séquence ordinaire de la journée ne nécessitait aucune gestion. Lorsque j'ai déverrouillé la porte de l'appartement cet après-midi-là, l'appartement m'a accueilli avec le même calme ordonné que j'avais laissé. J'ai posé mon sac, j'ai ouvert les fenêtres et je suis resté un instant à écouter le bruit de la rue en bas. Puis j'ai fait du thé et j'ai ouvert l'ordinateur portable. Mon agent avait envoyé un email pendant mon absence. L'intérêt initial pour le 2e manuscrit était mesuré, mais sérieux. 2 éditeurs avaient demandé à lire l'intégralité. J'ai répondu par un bref accusé de réception et j'ai fermé le fil de discussion. La spéculation n'avait jamais amélioré le travail. Je préférais attendre les décisions réelles. Novembre est arrivé avec son obscurité précoce habituelle. J'ai gardé le même emploi du temps. Les matinées pour la nouvelle écriture, les après-midi pour la correspondance et les affaires pratiques du livre publié. Les nouvelles pages n'appartenaient encore à aucun projet plus vaste. C'étaient simplement des phrases qui arrivaient et devaient être attrapées avant de se dissoudre. Certains matins produisaient 3 paragraphes propres. Certains ne produisaient rien qui vaille la peine d'être gardé. Les 2 résultats étaient devenus acceptables. Un jeudi soir au milieu du mois, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est Leia. Je ne vous contacterai plus après ça. Je voulais juste dire que le livre m'a aidé à voir l'ampleur de ce à quoi j'ai participé. Je ne demande rien. J'avais juste besoin de mettre ça quelque part de vrai. J'ai lu le message une fois. Puis j'ai archivé la conversation et bloqué le numéro. L'information a été enregistrée sans chaleur. Leia était parvenue à une conclusion qui lui appartenait. Mon rôle dans cette affaire avait pris fin le jour où je l'avais laissé à la table du café. La clôture, avais-je appris, ne nécessitait pas de cérémonie mutuelle. L'événement pour le livre de poche dans l'état voisin a eu lieu un samedi froid. La librairie était indépendante et bien gérée. Le public était plus petit que celui de l'université et plus direct dans ses questions. Un homme a demandé si je craignais que le refus de réconciliation du roman ne soit interprété comme de l'amertume.
J'ai répondu que l'amertume espérait encore un résultat différent de l'autre personne. Le protagoniste ne l'espérait plus. La distinction semblait le satisfaire. Après la dédicace, je suis rentré chez moi dans l'obscurité précoce. L'autoroute était principalement vide. À un moment donné, le ciel s'est suffisamment dégagé pour montrer une fine dispersion d'étoiles. Je ne me suis pas arrêté. La route et le calme de la voiture étaient suffisants. Décembre a apporté la première offre ferme sur le deuxième manuscrit. Les conditions étaient justes et la lettre éditoriale précise. J'ai accepté après une seule conversation avec mon agent. Le livre paraîtrait à l'automne suivant. Le calendrier semblait correct. Assez long pour que le travail se décante. Assez court pour garder l'élan. J'ai passé les dernières semaines de l'année à des tâches ordinaires. J'ai mis à jour les feuilles de calcul des redevances. J'ai organisé l'entretien annuel de l'appartement. J'ai donné une boîte de vêtements que je ne portais plus. Aucune de ces actions n'avait de poids symbolique. C'était simplement l'entretien d'une vie qui n'exigeait plus de validation externe pour continuer. La veille de Noël, j'ai préparé un repas simple et je l'ai mangé en écoutant une émission de radio sur les oiseaux migrateurs. Le sujet était neutre et absorbant. Quand l'émission s'est terminée, j'ai lavé la vaisselle, j'ai essuyé les comptoirs et je suis resté un instant dans la cuisine propre. L'appartement a conservé son calme sans effort. Je n'ai pas ressenti l'absence d'autres personnes comme une perte. Je l'ai ressenti comme une échelle précise. Le dernier jour de l'année est arrivé sans cérémonie. J'ai passé la matinée à réviser un court essai que j'avais accepté d'écrire pour un magazine littéraire, un essai sur la différence entre la vie privée et le secret en fiction. L'après-midi, j'ai marché sur la voie verte sous un ciel pâle. Le chemin était presque vide. Un seul coureur m'a dépassé avec un signe de tête. J'ai rendu le signe de tête et j'ai continué à marcher. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai tapé une phrase qui se formait depuis plusieurs jours. Elle n'appartenait pas au deuxième roman ni à aucun projet prévu. Elle avait simplement besoin d'être écrite avant de changer de forme. Je l'ai laissée à l'écran et je suis allé faire du thé. À mon retour, j'ai ajouté une deuxième phrase, puis une troisième. La page est restée ouverte pendant que je m'occupais des petites tâches restantes de la soirée. À minuit, j'ai sauvegardé le fichier sans lui donner de titre et j'ai fermé l'ordinateur portable. Dehors, la ville a marqué le tournant de l'année avec le bruit lointain habituel. À l'intérieur, l'appartement est resté ordonné et calme. J'ai éteint les lumières et je suis allé me coucher. Le premier matin de la nouvelle année est arrivé, clair et froid. Je me suis réveillé sans réveil, j'ai fait du café et j'ai ouvert le document sans titre. Les phrases de la nuit précédente étaient toujours là. Je les ai lues une fois, j'ai ajusté un seul mot et j'ai continué. Le travail ne ressemblait pas à une résolution. Il ressemblait au prochain mouvement nécessaire. À la mi-journée, la page contenait une scène complète. Je l'ai sauvegardée une deuxième fois et je me suis éloigné du bureau. La lumière dans la pièce avait changé. Je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé un camion de livraison naviguer dans la rue étroite en bas. La difficulté ordinaire de la manœuvre a retenu mon attention un instant, puis l'a relâchée. Je suis retourné à l'appartement et j'ai commencé la petite séquence d'action qui structurait maintenant la plupart de mes jours. Un déjeuner simple, une courte promenade, une heure de correspondance, une autre période d'écriture, si les phrases étaient encore disponibles. Rien dans la séquence n'exigeait de défense. Rien ne demandait la permission du passé. En fin d'après-midi, la lumière est devenue plate et grise. J'ai baissé les stores à moitié et je suis retourné au bureau. Le document sans titre attendait. Je l'ai ouvert et j'ai continué. Les heures se sont écoulées sans friction. Quand j'ai finalement levé les yeux, la pièce était devenue si sombre que j'avais besoin de la lampe. Je l'ai allumée, j'ai de nouveau sauvegardé le fichier et je me suis assis un instant dans le halo de lumière. L'appartement autour de moi était calme de la manière précise qui appartient à un espace agencé autour des besoins réels d'une seule personne. Je ne mesurais plus ce calme par rapport au bruit qui l'avait remplacé. La comparaison était devenue inutile. Le calme existait simplement, et j'existais à l'intérieur, et le travail continuait. J'ai éteint la lampe et je suis allé préparer le dîner. La journée avait été ordinaire. J'avais l'intention de garder autant de jours que possible dans ce registre. L'ordinaire, avais-je appris, n'était pas l'absence de sens.
C'était la présence d'une vie qui n'exigeait plus de justification constante. Dehors, la première nuit de l'année s'est installée sur la ville. À l'intérieur, j'ai traversé les heures restantes sans urgence. Quand je suis finalement allé me coucher, le document sans titre est resté ouvert sur l'ordinateur portable, attendant le matin. La connaissance qu'il serait toujours là semblait stable et suffisante. J'ai dormi sans rêve digne d'être rappelé. Le deuxième roman est paru un mardi au début de l'automne. Je me suis réveillé avant l'heure de sortie officielle, j'ai fait du café et j'ai ouvert la page de suivi juste assez longtemps pour confirmer que le livre était en ligne. Puis j'ai fermé le navigateur et je suis retourné au document sans titre qui avait grandi au cours des mois précédents pour devenir la forme précoce d'un troisième manuscrit. Le nouveau livre n'avait pas besoin de mon attention le premier matin. Il avait seulement besoin d'exister. À la mi-journée, mon agent avait envoyé une courte note. Les premières commandes étaient stables. La première critique professionnelle était respectueuse, et 2 librairies indépendantes avaient déjà demandé des événements. J'ai répondu par des remerciements et une demande de garder le calendrier léger. Elle a compris. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées dans le même registre que les mois précédents. Les matinées appartenaient aux nouvelles pages. Les après-midi appartenaient à la correspondance et au travail public limité que j'avais accepté. Le deuxième roman a trouvé ses lecteurs sans que j'aie à l'expliquer pour lui donner une plus grande signification. Quelques critiques ont noté la continuité du thème entre les 2 livres. La plupart ont simplement décrit ce que la protagoniste faisait et refusait de faire. Je préférais la deuxième sorte. En octobre, je me suis rendu dans 3 villes pour une courte série de lectures. Le public était attentif et, pour la plupart, compte de rester dans le cadre de l'œuvre. Quand quelqu'un a tendu vers l'histoire personnelle, j'ai utilisé la phrase qui était devenue automatique. Elle tenait toujours. Entre les événements, j'ai parcouru des rues inconnues, j'ai pris des repas simples et j'ai dormi dans des chambres d'hôtel calmes qui ne me demandaient rien d'autre que la carte clé. La dernière nuit de la courte tournée, je me suis assise dans une chambre d'hôtel surplombant une rivière que je ne connaissais pas et j'ai relu le dernier chapitre du deuxième roman. La protagoniste ne regardait pas en arrière. Elle continuait simplement. J'ai refermé le livre et j'ai éteint la lampe. L'obscurité de la pièce semblait complète et ordinaire. De retour à la maison, l'appartement m'a accueilli avec son calme ordonné habituel. J'ai défait mes valises, j'ai ouvert les fenêtres et je suis resté un instant à écouter la rue. Puis je suis retourné au bureau. Le troisième manuscrit avait attendu sans impatience. J'ai ouvert le fichier et j'ai continué là où je l'avais laissé. Novembre a apporté la première discussion sérieuse sur le livre de poche pour le deuxième roman et une modeste offre de droits étrangers. J'ai accepté les 2 après de brèves conversations. Les chiffres ont été mis à jour dans la feuille de calcul. Le travail a continué. Un après-midi, une enveloppe est arrivée sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule coupure de journal d'un petit journal côtier. L'article concernait un projet de restauration locale près de la portion de littoral où se trouvait autrefois la maison de plage. Une photographie montrait le terrain vidé, déjà marqué pour une nouvelle construction. La légende ne notait que le changement de propriétaire et le calendrier prévu. Aucun nom du chapitre précédent de la vie de la propriété n'apparaissait. J'ai regardé la photographie pendant plusieurs secondes. Le terrain lui-même était neutre. Il n'avait jamais été la source des ennuis. J'ai placé la coupure dans la même boîte qui contenait la note de Harold et les anciens documents de clôture, puis j'ai refermé le couvercle. Le passé était devenu archivistique. Il ne nécessitait plus de gestion active. Décembre est arrivé avec son obscurité précoce et ses petites tâches familières. J'ai organisé l'entretien annuel de l'appartement, j'ai mis à jour les chiffres des redevances de fin d'année et j'ai donné une autre boîte de choses que je n'utilisais plus. La veille de Noël, j'ai préparé le même repas simple que l'année précédente et je l'ai mangé pendant qu'une émission de radio discutait des schémas de migration des sterns arctiques. Le sujet est resté absorbant et libre d'écho personnel. Quand l'émission s'est terminée, j'ai lavé la vaisselle et je suis resté un instant dans la cuisine propre. Le calme de l'appartement semblait précis plutôt que vide. Le dernier soir de l'année, j'ai ouvert le troisième manuscrit et j'ai lu les pages que j'avais écrites au cours des mois précédents. La forme se dessinait encore, mais la voix était stable. Je n'ai pris aucune résolution. J'ai simplement sauvegardé le fichier, l'ai sauvegardé une deuxième fois et j'ai éteint la lampe. Le premier matin de la nouvelle année est arrivé, clair et froid.
Je me suis réveillé sans urgence, j'ai fait du café et je suis retourné au bureau. Le curseur clignotait à la fin de la phrase de la veille. J'ai continué. Fin janvier, le deuxième roman s'était installé dans une vie calme et soutenue qui lui était propre. Il n'exigeait plus de défense ni d'explication. Je ne vérifiais plus son classement ni ne cherchais son titre. Le travail avait quitté mes mains proprement. Ce qui restait, c'était la prochaine série de pages et les heures ordinaires pendant lesquelles elles étaient écrites. En février, une brève lettre administrative est arrivée du cabinet d'avocats qui s'était occupé du divorce. Elle confirmait que tous les dépôts finaux étaient terminés et que le dossier serait clos. J'ai lu la lettre une fois, je l'ai classée et j'ai supprimé la copie numérique. Le chapitre juridique avait atteint sa dernière phrase. Je n'ai ressenti aucun soulagement cérémoniel, seulement la reconnaissance pratique qu'un autre morceau de papier avait terminé son travail. Le printemps est revenu par ses incréments habituels. Le sentier de la voie verte s'est adouci sous les pieds. Je l'ai parcouru la plupart des après-midi, parfois avec les problèmes du nouveau manuscrit tournant tranquillement en arrière-plan, parfois sans rien de particulier occupant mes pensées. Le chemin était devenu familier à chaque saison. Je ne mesurais plus ma présence sur celui-ci par rapport à la femme qui avait autrefois conduit 320 km dans la nuit pour affronter un mensonge. Cette femme avait agi sur la base des informations dont elle disposait à l'époque. La femme qui marchait sur le chemin maintenant agissait sur la base d'informations différentes. Toutes deux étaient réelles. Seule l'une d'entre elles vivait encore ses heures particulières. En avril, mon agent a transféré une courte note d'un lecteur qui avait écrit à l'éditeur. La lettre était brève et spécifique. Elle remerciait le deuxième roman d'avoir refusé d'offrir la fin douce que le lecteur n'arrêtait pas d'attendre. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de voir quelqu'un s'arrêter, tout simplement, écrivait le lecteur. J'ai classé la note sans répondre. Certaines reconnaissances n'exigeaient pas de message en retour. Le troisième manuscrit a franchi le point médian un matin où la lumière entrait claire et haute. J'ai tapé la dernière phrase de la section, je me suis adossé et j'ai laissé le calme de la pièce s'installer autour du fait du progrès. Puis j'ai sauvegardé le fichier et je me suis éloigné du bureau. L'appartement a conservé son ordre ordinaire. J'ai fait une deuxième tasse de café et je me suis tenu à la fenêtre, regardant la rue suivre son rythme de la mi-journée. Rien dans la scène n'exigeait de narration. Elle continuait simplement, et je continuais à l'intérieur. Au début de l'été, le troisième livre avait trouvé sa forme complète. J'ai passé les mois les plus chauds à réviser avec la même patience exigeante que j'avais apportée au deuxième manuscrit. Les scènes qui expliquaient trop ont été coupées. Les scènes qui faisaient confiance au lecteur ont été laissées seules. Le protagoniste de ce nouveau livre n'annonçait pas sa clarté. Elle vivait à l'intérieur d'elle jusqu'à ce que le fait de vivre devienne la seule déclaration nécessaire. Un soir humide de juillet, j'ai terminé la dernière passe et j'ai envoyé le manuscrit à mon agent avec une note d'une seule phrase. C'est le livre. Elle a répondu le lendemain matin. La conversation qui a suivi était pratique et sans exagération. Le travail trouverait son chemin. Je n'avais pas besoin de gérer les détails au-delà de ceux qui m'appartenaient. Out a apporté la chaleur habituelle et la satisfaction tranquille d'un bureau vidé. J'ai pris 3 jours sur la côte, pas l'ancienne, mais une autre portion plus au sud, où je n'avais jamais rien acheté pour personne d'autre. J'ai loué une petite chambre sans vue, et j'ai passé les heures à marcher dans les rues résidentielles et à lire les livres des autres. Le deuxième soir, je me suis assise sur un banc public et j'ai regardé des vies ordinaires passer. Un homme transportant des provisions, une femme verrouillant un vélo, 2 enfants se disputant doucement sur les règles d'un jeu. Rien d'élevé, rien de stratégique. Je suis resté jusqu'à ce que la lumière commence à baisser, puis je suis retourné à la chambre. Le trajet de retour le lendemain était clair. Quand j'ai déverrouillé l'appartement, l'air à l'intérieur était calme et chaud. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai posé mon sac et je suis resté un instant au centre de la pièce principale. L'espace est resté de la bonne taille. J'ai fait du thé et j'ai ouvert l'ordinateur portable juste assez longtemps pour confirmer qu'aucun message urgent n'était arrivé. Puis je l'ai refermé. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai laissé les jours rester largement non structurés. J'ai écrit quand les phrases arrivaient. J'ai marché quand l'appartement semblait trop calme. J'ai préparé des repas simples et je les ai mangés sans cérémonie. L'absence de demande extérieure ne semblait plus être une condition temporaire. Elle semblait être l'échelle correcte d'une vie qui avait cessé de négocier ses propres termes.
Un soir au début de l'automne, je me suis tenu sur le balcon et j'ai regardé le ciel prendre la couleur du violeton. L'air portait le premier souffle frais de la saison. Derrière moi, l'appartement était calme, ordonné et entièrement mien. La feuille de calcul sur le bureau montrait un ensemble de chiffres stables et autonomes. Le troisième manuscrit avait quitté mes mains. Les 2 livres précédents continuaient leur vie indépendante. Aucun de ces faits n'exigeait de défense. Je suis resté dehors jusqu'à ce que la lumière s'estompe, puis je suis rentré et j'ai fermé la porte. Le son de la ville continuait au-delà de la vitre. Ordinaire, persistant, libre de toute revendication personnelle. J'ai fait une dernière tasse de thé et je me suis assis au bureau sans ouvrir l'ordinateur portable. La surface vierge de l'ordinateur fermé ne contenait aucune urgence. Le travail reprendrait quand il serait temps. Jusque-là, le calme était suffisant. Plus tard, j'ai éteint les lumières et je suis allé me coucher. Le sommeil est venu sans négociation. Le matin, je me suis réveillé dans le même appartement ordonné et avec le même bureau clair. J'ai fait du café, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai tapé une seule phrase qui n'appartenait encore à aucun projet plus vaste. Elle est restée sur l'écran sans exigence. Je l'ai laissée là et j'ai suivi la petite séquence d'actions qui structurait maintenant la plupart de mes jours. Dehors, la ville continuait ses mouvements ordinaires. À l'intérieur, je continuais les miens. Les 2 rythmes occupaient les mêmes heures sans friction ni excuse. Je n'avais ruiné la vie de personne. J'avais simplement cessé de payer pour la version de celle-ci qui exigeait mon amoindrissement. Le reste était travail, silence et le fait continu d'une vie qui n'appartenait finalement qu'à la personne qui la vivait. J'ai sauvegardé la nouvelle phrase, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai commencé la journée.